Le monde t'a appris à courir après l'argent, mais il ne t'a jamais appris comment penser à son sujet. On t'a dit que la richesse exige un sacrifice extrême, une pression constante et une recherche interminable de toujours plus. Et plus tu crois à cela, plus tu restes enfermé dans ce cycle. Mais la richesse ne fonctionne pas comme ça. Les plus grands philosophes de l'Antiquité avaient déjà découvert un chemin complètement différent vers la prospérité. Sénèque, l'un des hommes les plus riches de Rome, a été direct. La richesse est l'esclave de l'homme sage et la maîtresse du fou. Il n'était pas éloigné de la réalité. C'était quelqu'un qui a construit une fortune gigantesque, et malgré cela, il a compris quelque chose que la plupart ignorent. L'argent obéit à des lois que presque personne n'apprend. Les stoïciens vivaient au cœur des décisions. Ils étaient empereurs, conseillers, commerçants. Ils faisaient face au pouvoir, à la responsabilité et à l'argent tous les jours, et tous maîtrisaient en quelque chose d'essentiel, la relation entre l'esprit et l'argent. Pense à un arbre fruitier, il ne part pas à la recherche des fruits, il grandit, il se renforce, il crée des racines profondes, et comme conséquence les fruits apparaissent. Avec la richesse, c'est la même chose. Elle ne commence pas par ce que tu poursuis, elle commence par ce que tu construis à l'intérieur de toi. La plupart des gens vivent dans une tension constante avec l'argent. Ils se réveillent inquiets, prennent des décisions avec peur, terminent la journée fatigués sans sentir qu'ils ont avancé. Et cet état mental devient une limite. Peu importe combien ils gagnent, ils restent prisonniers de la même logique. Parce que la pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, c'est une manière de penser, et la richesse aussi. Quand cette base change, tout change avec elle. Tu arrêtes de courir désespérément, et tu commences à construire quelque chose de solide. Les décisions deviennent plus claires, les opportunités commencent à avoir plus de sens, non pas par chance, mais parce que ta manière d'agir a changé. Aujourd'hui, tu vas découvrir 10 lois stoïciennes de l'argent que presque personne ne t'a enseignées. Ce ne sont pas des conseils rapides, ce sont des principes testés au fil des siècles, appliqués par des personnes qui ont construit de la richesse sans perdre leur propre clarté. Chacune de ces lois va transformer la manière dont tu penses, décides et agis par rapport à l'argent. Avant de continuer, fais quelque chose de simple. Si cela a déjà du sens pour toi, laisse ton like et écris dans les commentaires « Je crée de la richesse avec sagesse ». C'est ton point de bascule, maintenant fais attention. On commence. Première, la loi de la richesse intérieure. Voici un point que presque personne ne perçoit à propos de l'argent. Il ne commence pas sur votre compte, il commence dans votre esprit. Votre compte bancaire n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de votre esprit. Vous pouvez gagner des millions, mais si à l'intérieur vous vivez dans une pauvreté mentale, vous trouverez des moyens de tout perdre, que ce soit par peur, impulsivité ou manque de vision. Et vous pouvez partir de zéro, mais si vous portez une mentalité d'abondance, vous verrez des chemins que d'autres ne parviennent même pas à percevoir, et vous prendrez des décisions avec plus de clarté. Épictète, qui est né esclave et ne possédait absolument rien de matériel, a enseigné « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. » Cet homme qui n'avait pas un centime était considéré comme plus riche en sagesse que des sénateurs qui nageaient dans l'or. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que la véritable richesse commence dans le territoire que personne ne peut vous voler, votre esprit. La plupart des gens commettent une erreur fatale. Ils pensent « Quand j'aurai de l'argent, je me sentirai en sécurité. Quand je serai riche, j'aurai la paix. Quand mon compte bancaire atteindra tel chiffre, enfin, je serai heureux. » Mais c'est comme dire « Quand j'arriverai à destination, je commencerai à conduire. » L'ordre n'est pas légèrement erroné, il est complètement inversé. Le sentiment de richesse intérieure doit venir en premier. La manifestation matérielle vient ensuite. Vous ne maintenez pas à l'extérieur ce que vous n'avez pas encore construit à l'intérieur. Pensez aux personnes qui gagnent à la loterie et perdent tout en quelques années. Elles ont reçu l'argent, mais n'avaient pas la richesse intérieure pour le soutenir. Maintenant, pensez aux entrepreneurs qui perdent tout et reconstruisent des empires encore plus grands que les précédents. Ils ont perdu l'argent, mais n'ont jamais perdu la richesse intérieure qu'il a créée. Quand votre identité intérieure est une identité d'abondance, vous prenez des décisions différentes. Vous voyez des opportunités là où d'autres se bloquent, vous agissez pendant que d'autres hésitent, vous construisez pendant que d'autres attendent, simplement. Ce n'est pas l'argent qui change qui vous êtes. C'est qui vous êtes qui détermine combien d'argent vous pouvez conserver.
La richesse intérieure ne consiste pas à faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Elle consiste à développer un esprit stable, clair et fonctionnel, capable d'agir même lorsque les circonstances n'aident pas. Elle consiste à cultiver un état mental dans lequel vous vous sentez complet et capable, indépendamment du solde bancaire. Cette complétude devient la base solide sur laquelle de véritables fortunes sont construites. Car sans base, toute richesse est instable. C'est comme un château de sable qui attend la prochaine vague. Pratiquez cela aujourd'hui. Avant de penser à ce qui manque dans votre vie financière, faites une liste de ce qui existe déjà, vos compétences, vos expériences, vos relations, votre capacité à apprendre et à vous adapter. Reconnaissez la richesse qui existe déjà en vous, car c'est précisément d'elle que toutes les autres formes de richesse commencent. C'est la graine de toute prospérité extérieure. Laissez cela pénétrer votre âme et écrivez dans les commentaires si cela a du sens pour vous. Ma richesse commence en moi. Deuxième, la loi du détachement qui attire plus d'argent. Voici une inversion que presque personne n'a le courage d'accepter. L'argent ne s'éloigne pas de celui qui n'en a pas. Il s'éloigne de celui qui dépend trop de lui. Et plus tu as besoin qu'il reste, plus il s'échappe de toi. L'attachement financier crée une énergie de désespoir qui sabote tes décisions, aveugle tes opportunités et t'emprisonne dans des cycles de manque, même quand il y a de l'abondance autour de toi. Parce que lorsque l'argent devient un besoin émotionnel, il cesse d'être un outil et devient une prison. Sénèque, qui a géré l'une des plus grandes fortunes du monde antique, a écrit « L'homme qui n'est pas satisfait de peu ne sera satisfait de rien ». Il pratiquait quelque chose de radical pour un homme de sa richesse, périodiquement. Il vivait comme un pauvre, il mangeait des aliments simples et dormait sur des surfaces dures, non par punition, mais par liberté. Il ne s'entraînait pas à la pauvreté, il s'entraînait à l'indépendance. Il voulait se prouver à lui-même que l'argent était son serviteur, pas son maître. La plupart des gens sont contrôlés par l'argent, même quand ils pensent le contrôler. Ils acceptent des emplois qu'ils détestent, par peur de perdre leur salaire. Ils maintiennent des relations toxiques par dépendance financière. Ils prennent des décisions basées uniquement sur le profit, en ignorant leurs valeurs et leur santé. Ils ne possèdent pas l'argent, l'argent les possède. Mais quand tu pratiques le détachement financier, quelque chose de puissant se produit. Tu commences à prendre des décisions à partir de la clarté, pas de la peur. Tu négocies mieux parce que tu n'es pas désespéré. Tu investis mieux parce que tu ne paniques pas face aux fluctuations du marché. Tu entreprends mieux parce que tu n'as pas peur de perdre. Et celui qui n'a pas peur de perdre commence enfin à jouer le bon jeu. Le détachement ne signifie pas que tu ne te soucies pas de l'argent ou que tu ne travailles pas dur pour en gagner plus. Cela signifie que tu ne permets pas à l'argent de définir qui tu es. Tu utilises l'argent mais tu ne te mesures pas à lui. Ton identité ne monte pas et ne descend pas avec ton solde bancaire. Ta paix ne dépend pas de ce que tu as dans la poche. Ta valeur en tant qu'être humain ne se mesure pas en monnaie. Pense au surfeur qui chevauche les vagues. Il n'essaie pas de contrôler l'océan. Il ne panique pas quand une vague n'est pas parfaite, il suit le mouvement naturel de l'eau, en profitant quand les vagues sont grandes et en acceptant quand elles sont petites. Il comprend que trop de contrôle fait couler, mais la présence maintient debout. S'il essayait de s'accrocher à la vague avec désespoir, il coulerait. C'est pareil avec l'argent. Celui qui essaie de le retenir avec force, le perd. Celui qui apprend à le guider ne le perd pas. Les personnes les plus riches que j'ai connues ne sont pas celles qui pensent le plus à l'argent. Ce sont celles qui pensent le plus à la valeur, au service, à l'excellence. L'argent est simplement le sous-produit naturel d'un esprit concentré sur la création de choses significatives. Il n'est pas l'objectif direct, il est la conséquence inévitable de celui qui résout de vrais problèmes. Quand tu lâches l'obsession du résultat financier et que tu tombes amoureux du processus de création, la richesse te trouve. Alors fais cela de manière pratique. Observe aujourd'hui où la peur de perdre de l'argent décide à ta place. Ne rationalise pas, ne justifie pas, regarde simplement avec clarté. Demande-toi, que ferais-je si la peur n'existait pas? La plupart du temps, cette réponse n'est pas confortable, mais c'est exactement le chemin que tu dois suivre. Troisième, la loi du temps comme la valeur la plus élevée de la vie. S'il existe quelque chose que tu es en train de dépenser en ce moment, sans t'en rendre compte, c'est ta vie. Et le nom que tu donnes à cette dépense, c'est le temps. De toutes les lois stoïciennes sur l'argent,
Celle-ci est peut-être la plus urgente, et la plupart des gens ne s'en rendent compte que lorsqu'il est déjà trop tard pour revenir en arrière. L'argent perdu peut être récupéré, le temps perdu est perdu pour toujours. La ressource la plus précieuse que tu possèdes n'est pas ton salaire, tes investissements ou tes propriétés, c'est le temps qu'il te reste dans cette vie. Et il existe une conséquence simple, mais implacable. La façon dont tu utilises ton temps détermine tout ce que tu construis, ou ce que tu ne construis pas. Et la façon dont tu investis ce temps détermine toute ta richesse. Sénèque a écrit quelque chose qui devrait être lu tous les matins. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. La vie est suffisamment longue si elle est bien investie. Il voyait avec tristesse comment les gens économisaient leur argent avec avarice, mais gaspillaient des heures, des jours et des années sans y penser 2 fois. Ils protégeaient leurs pièces tout en gaspillant la seule chose véritablement irremplaçable, le temps. Observe comment la plupart des gens traitent le temps. Ils passent des heures sur les réseaux sociaux à consommer du contenu qui ne les transforme pas. Ils regardent la vie des autres au lieu de construire la leur. Ils acceptent des emplois qui perdent bien, mais qui consomment toute leur énergie vitale, ne laissant rien pour investir dans leurs véritables objectifs. Ils échangent des années de vie contre des choses dont ils n'ont pas besoin, pour impressionner des personnes qui ne s'en soucient pas. Mais les personnes véritablement riches, pas seulement financièrement, mais riches en plénitude, traitent le temps comme leur monnaie la plus précieuse. Avant de dépenser 1 heure, elles se demandent « Cet investissement de temps me rapproche-t-il de la personne que je veux devenir ?» Avant d'accepter un engagement, elles se demandent « Est-ce que cela mérite une partie de mon temps limité sur cette terre ?» Il existe un compte invisible que la plupart ignorent. Chaque jour qui passe, un dépôt de 24 heures est fait sur ce compte. Tu ne peux pas accumuler le solde, ce qui n'est pas utilisé est perdu pour toujours. Les stoïciens comprenaient que la véritable pauvreté n'est pas d'avoir peu d'argent, c'est d'avoir peu de temps, et de le gaspiller comme s'il était infini. La relation entre le temps et l'argent est plus profonde qu'elle n'en a l'air. Lorsque tu investis ton temps dans l'apprentissage, dans les compétences et dans le développement personnel, tu plantes des graines qui produiront des retours financiers pendant des décennies. Lorsque tu gaspilles ton temps dans un divertissement vide et des préoccupations inutiles, tu es en train de brûler le capital le plus précieux que tu possèdes. Marc Aurèle, même en étant l'empereur le plus puissant du monde, notait dans son journal comment il utilisait chaque heure. Il comprenait que la discipline avec le temps est la mère de toute richesse. Non pas parce que le temps est de l'argent, comme le dit le proverbe populaire, mais parce que le temps est la seule chose que tu ne récupères jamais. À partir d'aujourd'hui, arrête de dire que tu manques d'argent et commence à observer où ton temps est en train d'être perdu. Analyse ta manière de vivre, coupe 1 seule heure de distraction par jour et dirige cette heure vers quelque chose qui te fait grandir. Une compétence, une connaissance, un projet. En 1 an, cette simple décision ne change pas seulement ta vie financière, elle change qui tu deviens. Parce qu'au final, il ne s'agit pas d'avoir plus de temps. Il s'agit d'arrêter de gaspiller le temps que tu as encore. Si cela a du sens pour toi, écris dans les commentaires. Mon temps vaut plus que l'argent. 4e, la loi de l'abondance silencieuse. Voici une erreur qui détruit plus de richesse que le manque d'argent, le besoin de montrer. Nous vivons à une époque où les gens exhibent ce qu'ils ont, prétendent avoir ce qu'ils n'ont pas et mesurent leur valeur à ce que les autres voient. Mais les stoïciens connaissaient une vérité que les réseaux sociaux tentent de cacher. La véritable abondance n'a pas besoin de public. Elle ne fait pas de bruit, elle ne demande pas de validation et elle ne dépend pas des applaudissements. Elle grandit en silence. Épictète a enseigné « Ce qui t'arrive n'est pas ce qui importe, mais la manière dont tu réagis. Et ce que tu possèdes ne te définit pas, mais la manière dont tu te comportes avec ce que tu possèdes. Il ne s'agit pas d'avoir, il s'agit de la manière dont tu gères ce que tu as, parce que c'est cela qui révèle qui tu es vraiment. Les hommes les plus puissants de la Rome antique n'étaient pas ceux qui exhibaient le plus, mais ceux dont le pouvoir était si profond qu'ils n'avaient pas besoin d'être démontrés. Observe le comportement des personnes véritablement riches comparé à celles qui font semblant de l'être. Celui qui fait semblant d'être riche publie chaque achat, parle d'argent tout le temps et a besoin que les autres confirment ce qu'il essaie de paraître. Il ne veut pas bien vivre, il veut être vu en train de bien vivre. Celui qui est véritablement riche mentionne rarement ses finances, vit en dessous de ses moyens
et trouve sa sécurité dans le silence, pas dans l'approbation. Celui qui construit vraiment comprend que l'exposition ralentit, distrait et affaiblit. Il existe une raison pratique et puissante de garder ton abondance en silence. Lorsque tu affiches ta richesse, tu attires deux types d'énergie destructrices, la jalousie de ceux qui n'ont pas et l'attente de ceux qui veulent quelque chose de toi. Chaque ostentation est une invitation pour que les autres projettent leurs frustrations, leurs exigences et leurs jugements sur ta vie. Tu échanges la paix contre l'attention. Et cet échange ne vaut jamais le coup. Parce que l'attention est passagère, mais le coût émotionnel reste. Mais lorsque tu pratiques l'abondance silencieuse, quelque chose change de manière concrète. Tu arrêtes de dépenser ton énergie à soutenir une image et tu commences à diriger cette énergie pour construire quelque chose de réel. Tu quittes la scène et tu retournes à la construction. Tu arrêtes d'acheter pour prouver et tu commences à investir pour grandir. Et ce changement, simple en apparence, transforme complètement le résultat. Ta vie financière devient comme un jardin fermé. Tu en prends soin, tu arroses, tu protèges et tu laisses grandir. Sans public, sans précipitation, sans exposition. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant du monde connu, et pourtant il vivait avec simplicité. Il s'habillait sans excès, mangeait de manière modérée, et passait ses nuits à écrire des réflexions au lieu de se perdre dans l'ostentation. Il pouvait tout montrer, mais il choisissait de ne rien montrer. Et cela en dit plus sur le pouvoir que n'importe quelle démonstration. L'abondance silencieuse protège aussi ta paix mentale. Lorsque tu sors du jeu de la comparaison, ton esprit ralentit. Tu arrêtes de courir après la vie des autres et tu commences enfin à construire la tienne. Tu ne ressens plus la pression de suivre qui que ce soit, parce que ta référence cesse d'être extérieure et devient intérieure. Fais un exercice simple. La prochaine fois que tu atteins quelque chose d'important financièrement, ne le dis à personne pendant quelques jours. Garde-le, observe et ressens. Remarque comment cette réussite devient plus solide lorsqu'elle ne dépend de la réaction de personne. Ce qui est vraiment à toi n'a pas besoin d'être annoncé pour être réel. La richesse qui a besoin d'applaudissements est fragile. Mais la richesse qui grandit en silence tient debout parce que ce que tu construis loin des regards, personne ne peut le détruire avec une opinion. 5e, la loi de la croissance personnelle qui génère des résultats réels. De tous les investissements que vous pouvez faire dans la vie, il en existe un qui dépasse n'importe quelle action, n'importe quel bien immobilier et n'importe quelle crypto-monnaie. Et la raison est simple, il ne dépend pas du marché, il ne fluctue pas avec les crises, et personne ne peut vous l'enlever. Cet investissement, c'est en vous-même, dans votre esprit, dans vos compétences, dans votre caractère et dans votre capacité à penser avec clarté quand tout autour devient confus. Sénèque a écrit « L'une des plus belles qualités d'une véritable amitié est de comprendre et d'être compris. Mais avant d'être compris par le monde, vous devez vous comprendre vous-même, et cela n'arrive que lorsque vous investissez du temps en vous-même. L'amitié la plus importante est celle que vous cultivez avec vous-même, à travers la connaissance. Il consacrait des heures chaque jour à l'étude, à la réflexion et à l'amélioration personnelle, non pas parce qu'il avait du temps en trop, mais parce qu'il savait que c'était cela qui créait une véritable valeur dans sa vie. La plupart des gens investissent au mauvais endroit. Ils dépensent des fortunes dans des choses qui se déprécient avec le temps. Des voitures neuves qui perdent de la valeur dès qu'elles quittent la concession. Des appareils électroniques qui deviennent obsolètes en quelques mois. Des vêtements qui passent de mode à la saison suivante. Pendant ce temps, ils investissent presque rien dans le seul actif qui prend de la valeur pour toujours, eux-mêmes. Ils mettent leur argent dans ce qui perd de la valeur et négligeant ce qui pourrait tout multiplier. Pensez ainsi. Si vous investissez dans un livre qui change votre façon de penser le business, cette connaissance travaillera pour vous toute votre vie. Si vous investissez dans une formation qui vous enseigne une nouvelle compétence précieuse, cette compétence générera des retours pendant des décennies. Si vous investissez dans votre santé physique et mentale, vous aurez plus d'énergie, plus de clarté et plus d'années productives pour construire de la richesse. Épictète, même sans possession matérielle, a investi tout ce qu'il avait dans son éducation philosophique et cet investissement l'a transformé d'esclave en l'un des hommes les plus respectés et influents de son époque. Son savoir est devenu sa monnaie la plus précieuse, ouvrant des portes qu'aucune quantité d'or n'aurait pu ouvrir, parce que lorsque vous changez qui vous êtes,
vous changez le type d'opportunité que vous voyez et le type de résultat que vous créez. L'investissement en vous-même a un rendement qu'aucun autre investissement ne peut offrir. Il est à l'épreuve du vol, on peut vous prendre votre argent, vos propriétés, vos biens matériels, mais personne ne peut vous enlever ce que vous savez. Qui vous êtes devenu et comment vous pensez, c'est la richesse la plus sûre qui existe. Les stoïciens considéraient l'apprentissage non comme un luxe, mais comme une nécessité vitale. Marc Aurèle, même en pleine campagne militaire et en pleine crise politique, réservait du temps pour étudier, écrire et réfléchir. Il comprenait qu'un leader qui cesse d'apprendre cesse de grandir, et que celui qui cesse de grandir commence à perdre. Faites une promesse à vous-même aujourd'hui. Engagez-vous à investir au moins 1 heure par jour dans votre développement personnel. Lisez, étudiez, pratiquez, réfléchissez. Traitez cet investissement avec le même sérieux que vous traiteriez un investissement de millions, parce que en termes de retour à long terme, c'est exactement ce que c'est. L'abondance, au final, ce n'est pas avoir plus, c'est devenir quelqu'un capable de créer plus, de soutenir plus et de reconstruire autant de fois que nécessaire. Si cela a du sens pour vous, écrivez dans les commentaires « Je m'investis en moi-même tous les jours ». 6e. La loi de la frugalité intelligente. Il existe une différence énorme entre être radin et pratiquer la frugalité intelligente. La plupart des gens confondent les deux et finissent dans l'un de ces deux extrêmes destructeurs. Soit ils dépensent tout ce qu'ils gagnent pour paraître riches, soit ils gardent chaque centime avec tellement de peur qu'ils n'investissent jamais dans leur propre croissance. D'un côté l'excès sans conscience, de l'autre la rareté avec la peur et dans les deux cas, le résultat est le même, la stagnation. Les stoïciens ont trouvé le chemin du milieu et ce chemin est la frugalité intelligente. Marc Aurèle, l'homme qui avait accès à tous les luxes imaginables de l'Empire romain, vivait avec une simplicité qui choquait ses contemporains. Il a écrit « Très peu est nécessaire pour une vie heureuse, tout est en vous, dans votre manière de penser ». Il n'évitait pas les luxes parce qu'il ne pouvait pas se les offrir. Il les évitait parce qu'il comprenait que chaque luxe inutile était une chaîne de plus qui limitait sa liberté. Chaque dépense sans conscience n'est pas seulement de l'argent qui part, c'est de la liberté échangée contre un plaisir momentané. La frugalité intelligente, ce n'est pas vivre dans la misère, c'est dépenser avec conscience, c'est savoir faire la différence entre ce qui apporte une vraie valeur à votre vie et ce qui n'est que du bruit de consommation. C'est comprendre que chaque euro dépensé est une décision sur la personne que vous choisissez de devenir. Regardez comment la plupart des gens dépensent leur argent. Ils achètent des vêtements chers pour impressionner des inconnus, financent des voitures qu'ils ne peuvent pas payer pour les garer devant des maisons qu'ils ne peuvent pas payer non plus. Ils paient des abonnements qu'ils n'utilisent même pas, mangent dehors par paresse et non par plaisir, achètent par impulsion et regrettent pendant des semaines. Maintenant, regardez comment les personnes vraiment riches dépensent. Elles investissent massivement dans l'éducation, la santé et les expériences qui les transforment. Elles dépensent dans des outils qui augmentent leur productivité, investissent dans des relations significatives, mais coupent sans pitié les dépenses qui ne servent aucun objectif réel. Ce n'est pas de l'avarice, c'est de l'intelligence. Sénèque pratiquait un exercice puissant. Il se demandait régulièrement « Si je perdais tout demain, de quoi ressentirais-je vraiment le manque ?» La réponse révèle ce qui avait une vraie valeur dans sa vie et ce qui n'était qu'accumulation sans sens. Cet exercice séparait l'essentiel du superficiel avec une clarté brutale. C'est comme allumer une lumière dans une pièce en désordre. Soudain, vous voyez ce qui doit rester et ce qui doit partir. La frugalité intelligente crée un effet domino dans votre vie. Lorsque vous dépensez pour ce qui n'a pas d'importance, il reste plus pour investir dans ce qui compte. Lorsque vous investissez dans ce qui compte, vous grandissez plus vite. Lorsque vous grandissez plus vite, vous gagnez plus. Lorsque vous gagnez plus et que vous maintenez la discipline, la richesse se multiplie de façon accélérée. Il ne s'agit pas de se priver, il s'agit de choisir avec sagesse. Chaque achat est un vote sur le type de vie que vous voulez construire. Votez avec conscience. Commencez aujourd'hui, regardez vos dépenses du dernier mois et posez-vous cette question pour chacune. Cela a servi ma croissance ou mon ego? L'honnêteté dans cette réponse vaut plus que n'importe quel tableau financier, parce qu'au final, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de direction, et celui qui apprend à diriger l'argent apprend à diriger sa propre vie. 7e,
la loi de la liberté des désirs. La manière dont vous dépensez n'est pas totalement la vôtre. Elle a été façonnée au fil du temps, et elle suit presque toujours la même logique, vous faire sentir que ce que vous avez n'est jamais suffisant. L'industrie de la consommation dépense des milliards de dollars chaque année pour cela. Chaque publicité, chaque vitrine, chaque publication sponsorisée est conçue pour créer en vous un vide artificiel qui ne peut être comblé qu'en achetant quelque chose. Mais les stoïciens voyaient à travers cette illusion avec une clarté impressionnante. Ils comprenaient que le problème n'a jamais été le manque, mais toujours l'excès de désir. Marc Aurèle, qui pouvait avoir tout ce qu'il voulait au monde, a écrit « Rappelez-vous, très peu était nécessaire pour avoir une vie heureuse. » Ce n'était pas une philosophie facile de quelqu'un qui n'a jamais rien eu. C'était la conclusion profonde d'un homme qui a eu accès à tous les plaisirs et à tous les luxes imaginables et qui a découvert qu'aucun d'eux ne satisfaisait réellement. La plupart des gens sont piégés dans un tapis roulant hédonique. Ils obtiennent ce qu'ils désirent, ressentent un plaisir momentané et commencent immédiatement à désirer la chose suivante. Une voiture neuve apporte du bonheur pendant quelques semaines, puis devient normale. Une promotion apporte de la satisfaction pendant quelques jours, puis l'anxiété de la prochaine promotion commence. Ce cycle infini de désir et d'insatisfaction est la plus grande prison financière qui existe. Ce n'est pas le manque d'argent qui vous appauvrit, c'est l'infinité de désirs qui ne se taisent jamais. Plus vous essayez de les combler, plus l'espace semble grandir. Parce que le problème n'a jamais été ce qui manquait, mais ce que vous avez commencé à vouloir sans jamais vous arrêter. La loi de l'indépendance des désirs ne dit pas que vous ne pouvez pas vouloir de bonnes choses. Elle dit que vos désirs ne doivent pas vous contrôler. Il s'agit d'inverser la relation. Au lieu d'être tiré par chaque envie, vous choisissez quel désir mérite d'exister. Quand vous êtes capable de regarder quelque chose de cher et de penser « c'est beau, mais je n'en ai pas besoin pour être heureux », vous avez conquis une liberté que même des milliardaires sans sagesse ne connaîtront jamais, parce que la plupart peuvent acheter, mais ne peuvent pas arrêter de vouloir. Sénèque pratiquait un exercice qu'il appelait la pauvreté volontaire. Périodiquement, il mangeait des aliments simples, portait des vêtements ordinaires et dormait sans confort, non pas comme une souffrance, mais comme un entraînement. C'était un test de réalité, pour se prouver que sa paix ne dépendait pas du confort, qu'il pouvait vivre avec presque rien et être heureux malgré tout. Cet exercice dissolvait le pouvoir que les désirs matériels avaient sur lui. Lorsque vos désirs ne vous contrôlent plus, quelque chose de surprenant arrive dans vos finances. Vous arrêtez d'acheter par impulsion. Vous arrêtez de vous endetter pour des choses dont vous n'avez pas besoin. Vous commencez à accumuler des ressources qui peuvent être dirigées vers des investissements qui transforment réellement votre vie. La liberté des désirs est la porte d'entrée vers la liberté financière. La véritable richesse n'est pas d'avoir tout ce que vous voulez, c'est de ne pas avoir besoin de tout ce que vous voyez. C'est avoir la capacité de choisir calmement dans un monde qui vous pousse à décider dans la précipitation. C'est pouvoir marcher dans un centre commercial et repartir les mains vides, non pas parce que vous ne pouvez pas acheter, mais parce que vous n'en avez pas besoin. Et c'est là que presque personne n'arrive. Il ne s'agit pas de résister, il s'agit de ne pas ressentir le manque. Cette semaine, avant tout achat qui n'est pas essentiel, attendez 72 heures. Si après 3 jours vous ressentez encore que vous en avez besoin, achetez-le. Mais vous serez surpris de voir combien de désirs disparaissent simplement lorsqu'on leur donne un peu de temps et de conscience. 8e. La loi de la générosité qui te rend magnétique. Il existe une idée sur l'argent qui semble fausse au premier regard, mais quand tu la comprends, tout change. Plus tu apportes de la valeur, plus tu deviens quelqu'un qui attire la valeur. C'est l'un des secrets les plus contre-intuitifs que les stoïciens comprenaient. Donner est l'une des façons les plus puissantes de recevoir. Je ne parle pas de charité comme obligation ou de générosité comme performance pour les réseaux sociaux. Je parle d'une générosité authentique, silencieuse, intentionnelle, qui n'a pas besoin d'être vue pour fonctionner et qui transforme autant celui qui donne que celui qui reçoit, en créant un cycle qui s'élargit avec le temps. Marc Aurèle a écrit « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Les stoïciens comprenaient quelque chose de simple et de profond. Tu ne grandis pas seul, tu grandis à l'intérieur d'un système. Et quand tu renforces le système, tu te renforces toi-même. C'est comme planter dans un terrain collectif.
Plus il devient fertile, plus tu récoltes aussi. Mais la majorité des gens fonctionnent dans le sens opposé. Ils vivent comme si tout était limité, comme si donner signifiait perdre. Ils croient que s'ils donnent quelque chose, ils auront moins. Ils retiennent chaque centime, chaque opportunité, chaque ressource, comme si tout pouvait s'arrêter à n'importe quel moment. Ils vivent en essayant de protéger ce qu'ils ont, sans se rendre compte qu'ils bloquent le flux qui pourrait leur apporter davantage. Ils vivent avec le poing fermé, et une main fermée ne reçoit pas. Mais celui qui apprend à vivre avec les mains ouvertes, en offrant de la valeur, du savoir, du temps, du soutien, découvre que la vie ne fonctionne pas comme un compte qui diminue, elle fonctionne comme un flux qui répond. Et voici le point qui doit être clair. Ce n'est pas une pensée magique. Il y a une logique. Quand tu aides quelqu'un de manière sincère, sans attente immédiate de retour, tu crées quelque chose d'invisible, mais extrêmement réel. La confiance. Et la confiance est la base de tout ce qui grandit sur le long terme. Ces liens, avec le temps, se transforment en opportunités, connexions, partenariats, recommandations, des choses que l'argent seul n'achète pas. Les personnes les plus accomplies du monde ne sont pas arrivées là seules. Elles y sont arrivées à travers des réseaux solides, construits au fil du temps, basés sur une valeur réelle. Sénèque comprenait cela avec clarté. Il était connu pour sa générosité envers ses amis, ses élèves et même des inconnus. Non pas parce que c'était pratique, mais parce que cela faisait partie de qui il était. Il savait que partager ne diminuait pas sa richesse. Cela amplifiait son influence, renforçait ses liens et rendait son nom pertinent. Et dans le monde réel, cela vaut plus que de l'argent immobile. Mais il y a encore quelque chose de plus important qui se joue ici, quelque chose d'intérieur. La générosité change la façon dont tu te perçois. Quand tu es capable de donner sans peur, sans tension, sans attachement, tu te prouves à toi-même que tu n'opères pas dans la rareté. Et cette preuve change ton comportement. Chaque acte de générosité renforce une identité. J'ai assez. Je suis capable de générer plus. Et quand cette identité s'installe, tes décisions changent, ton attitude change, ta manière d'agir change. Et avec cela, tes résultats changent aussi, parce que celui qui vit avec la peur de perdre joue petit. Mais celui qui sait qu'il peut générer se déplace autrement. Alors commence simplement cette semaine, trouve une manière d'apporter de la valeur dans la vie de quelqu'un sans attendre quoi que ce soit en retour. Mais fais-le avec intention, pas par obligation. Partage quelque chose d'utile, offre ton temps, aide d'une façon qui coûte un peu mais qui fait une réelle différence, comme quelqu'un qui plante sans voir le fruit immédiat, mais qui sait exactement ce qu'il fait. Et observe. Observe comment cela impacte l'autre personne et surtout, observe ce que cela change à l'intérieur de toi. Parce qu'au final, la plus grande transformation de la générosité n'est pas dans ce que tu donnes. Elle est dans celui que tu deviens en donnant. Si cela a du sens pour toi, écris dans les commentaires. Je choisis de vivre avec les mains ouvertes. 9e, la loi de la patience financière. Nous vivons à l'ère de la gratification instantanée. Nous voulons de la nourriture en minutes, des livraisons le jour même et de la richesse du jour au lendemain. Mais voici le problème que presque personne n'admet. Tu essaies d'accélérer quelque chose qui, par nature, est lent. Et c'est exactement cela qui t'empêche de grandir. Les stoïciens connaissaient une vérité que le monde moderne insiste à ignorer. Ce qui pousse trop vite ne tient pas. Et ce qui tient a presque toujours pris du temps à être construit. La richesse durable se construit lentement, patiemment, brique par brique. Et la précipitation est l'ennemi mortel de celui qui veut construire quelque chose qui dure vraiment. Sénèque a écrit « La chance n'existe pas. Ce qui existe, c'est le moment où le talent rencontre l'opportunité. » Mais il comprenait aussi que ce moment arrive rarement quand on l'attend. La préparation prend des années, la croissance prend du temps. Tu ne contrôles pas quand l'opportunité apparaît, mais tu contrôles si tu seras prêt quand elle arrivera. La maturité financière est un fruit qu'on ne peut pas arracher encore vert de l'arbre. La plupart des gens abandonnent trop tôt. Ils commencent une entreprise et attendent des profits dès le premier mois. Ils investissent en bourse et paniquent à la première baisse. Ils commencent une nouvelle carrière et abandonnent quand les résultats n'apparaissent pas au premier trimestre. Ils ne comprennent pas que le succès financier fonctionne comme un bambou chinois.
Pendant les 5 premières années, tu arroses et tu fertilises sans rien voir se produire à la surface. Mais sous la terre, les racines se développent, se renforcent, créent une base invisible. Quand le bambou finit par percer le sol, il grandit de 25 mètres en seulement 6 semaines. Pour celui qui regarde de l'extérieur, cela semble être une croissance rapide. Pour celui qui a construit, cela a été un processus long et silencieux. Et ta vie fonctionne exactement comme cela. Soit tu acceptes le processus invisible, soit tu abandonnes avant qu'il n'apparaisse. Les stoïciens comprenaient que la patience n'est pas de la passivité, c'est une forme active de force. C'est continuer à investir quand aucun résultat n'est visible. C'est continuer à apprendre quand personne ne reconnaît. C'est continuer à construire quand tout le monde pense que tu devrais abandonner. C'est la confiance silencieuse que le processus fonctionne même quand les yeux ne peuvent pas voir. Marc Aurèle a gouverné Rome pendant presque 20 ans. Il n'a pas conquis l'empire en un jour. Il n'a pas résolu ses crises avec des solutions rapides. Il pratiquait une gouvernance patiente, en prenant des décisions avec calme, en attendant le bon moment et en faisant confiance au fait que la constance produirait de meilleurs résultats que la vitesse. L'impatience financière a un prix brutal. Elle te pousse à accepter des raccourcis qui compromettent ton avenir. Elle t'entraîne vers des schémas d'argent rapides qui se terminent presque toujours par des pertes. Elle te fait vendre des investissements au mauvais moment, changer de stratégie quand tu devrais maintenir le cap et échanger une croissance solide contre l'illusion de la vitesse. L'impatience te donne l'impression d'être actif, mais en pratique, elle te maintient immobile. La patience financière est probablement la compétence la plus rare et la plus précieuse que tu peux développer. Dans un monde qui promet des résultats instantanés, la capacité d'attendre avec confiance est ton plus grand avantage compétitif. Pendant que les autres sautent d'opportunité en opportunité, sans jamais approfondir leurs racines, toi tu es en train de construire quelque chose d'inébranlable. À partir d'aujourd'hui, change ta perception du temps. Arrête de mesurer tes progrès financiers en semaines ou en mois. Commence à mesurer en années et en décennies. Demande-toi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui que mon moi dans 10 ans me remerciera? Ce simple changement de perspective transformera chaque décision financière que tu prends. La richesse n'est pas une question de vitesse. C'est une question de constance maintenue suffisamment longtemps. Écris dans les commentaires si tu es engagé à construire ta richesse avec patience. Je pense sur le long terme. 10e. La loi d'une richesse qui a du sens. Voici l'erreur qui détruit la majorité des parcours financiers. Les gens apprennent à gagner de l'argent, mais ne s'arrêtent jamais pour décider pourquoi. Et quand le pourquoi n'existe pas, l'argent perd son sens et commence à peser. C'est la loi finale, et peut-être la plus importante de toutes. L'argent sans but ne libère pas, il emprisonne. Accumuler de la richesse sans direction, c'est comme courir sans destination. Vous vous fatiguez, vous avancez, mais vous n'arrivez jamais. Cela ressemble à du progrès, mais ce n'est qu'un mouvement vide. La véritable richesse n'a de sens que lorsqu'elle sert quelque chose de plus grand que vous-même. Marc Aurèle a écrit « Ce que nous faisons dans la vie résonne dans l'éternité ». Et il ne parlait pas de célébrité ni de reconnaissance. Il parlait d'impact. Il parlait d'utiliser ce que vous avez, le temps, l'argent, l'énergie, pour construire quelque chose qui continue d'exister, même quand vous ne serez plus là. Parce que l'argent immobile, en lui-même, ne signifie rien. L'argent en mouvement, avec une direction, voilà ce qui transforme. L'argent prend du sens lorsqu'il devient un instrument de but et non un trophée d'ego. Et c'est précisément ici que la plupart se perdent. Ils courent après toujours plus, sans jamais s'arrêter pour se demander pourquoi. Ils veulent plus sans savoir pourquoi ils veulent plus. Ils fixent des objectifs financiers sans les relier à des valeurs réelles. Et lorsqu'ils atteignent enfin ces chiffres, ils ressentent un vide qu'aucune somme ne peut remplir. Parce que ce n'est pas le manque d'argent qui fait mal à ce moment-là, c'est le manque de sens. Parce que l'argent est un moyen, pas une fin. Et quand on le traite comme une fin, il perd tout son pouvoir de nous satisfaire. C'est comme boire de l'eau salée, plus vous essayez de vous remplir avec cela, plus vous vous sentez vide. Les stoïciens croyaient que chaque personne a un rôle à accomplir dans le grand schéma de l'existence. Votre travail, votre richesse et vos compétences ne sont pas seulement pour votre bénéfice personnel, ce sont des outils pour servir le bien commun. Et quand vous comprenez cela, quelque chose change immédiatement dans la manière dont vous voyez l'argent. Quand votre argent est connecté à un but clair,
quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de vous inquiéter de combien vous avez et vous commencez à vous concentrer sur l'impact que vous pouvez créer. Le focus quitte l'accumulation et va vers la construction, et cela change complètement la façon dont vous vivez. Sénèque utilisait sa richesse pour soutenir des amis en difficulté, financer l'apprentissage de jeunes prometteurs et créer des œuvres qui ont influencé l'humanité pendant des millénaires. Son argent avait une direction, avait du sens, avait une âme, et pour cette raison il n'est jamais devenu une source d'anxiété, mais plutôt de satisfaction profonde. Parce que lorsqu'il y a un but, l'argent cesse d'être un problème émotionnel et devient un outil stratégique. Quand vous reliez votre recherche de richesse à un but qui vous dépasse, 3 choses puissantes se produisent. Premièrement, vous gagnez une motivation qui ne s'épuise pas, parce que le but ne dépend pas de l'humeur. Deuxièmement, vous attirez des personnes qui partagent votre vision et veulent construire avec vous. Troisièmement, vous trouvez une paix que la plupart ne connaissent jamais, parce que vous savez que votre richesse sert quelque chose qui compte vraiment. Et cela résout un problème silencieux. Vous cessez de vivre en courant après toujours plus, et vous commencez à vivre en construisant quelque chose qui a du sens. La question n'est pas combien d'argent vous voulez. La bonne question est, où cet argent ira-t-il quand il arrivera? Que feriez-vous avec toute la richesse du monde si vous l'aviez? Si cette réponse n'est pas claire, l'argent arrivera sans direction et repartira sans rien laisser. Et sans but, aucune quantité d'argent ne sera suffisante. Pensez à cela aujourd'hui, écrivez sur un papier ce que vous feriez si l'argent n'était pas une limite. Quel impact créeriez-vous? Qui aideriez-vous? Que construiriez-vous? Ces réponses ne sont pas des idées dispersées, ce sont une direction. Ces réponses sont la carte de votre véritable richesse. Suivez votre mission et l'argent nécessaire apparaîtra comme une conséquence naturelle de la valeur que vous créez dans le monde. Parce que l'argent ne suit pas l'effort, il suit la valeur. Et la valeur naît d'un but clair. Les anciens stoïciens n'avaient pas de tableau financier, d'application d'investissement ou de cours d'éducation financière, mais ils comprenaient quelque chose d'essentiel sur l'argent, quelque chose que beaucoup n'ont toujours pas compris. La véritable richesse est un état intérieur qui se manifeste à l'extérieur. Quand vous organisez votre esprit, vous organisez votre argent. Quand vous maîtrisez vos désirs, vous cessez de gaspiller votre vie. Et quand vous cessez de gaspiller, vous commencez à construire réellement. Quand vous intégrez ces lois dans votre vie, richesse intérieure, détachement financier, le temps comme monnaie suprême, frugalité intelligente, abondance silencieuse, investissement en vous-même, indépendance des désirs, générosité magnétique, patience financière et richesse avec un but, vous cessez de courir après l'argent et vous devenez le type de personne qui attire naturellement, maintient et multiplie la richesse. Ce n'est pas une question d'obsession financière, c'est une question de conscience. C'est faire en sorte que l'argent travaille pour vous, au lieu de vivre en travaillant pour soutenir des choix sans sens. Les stoïciens savaient que la véritable pauvreté n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de clarté. Parce que sans clarté, toute valeur qui entre se perd. Et la sagesse appliquée de manière constante à vos finances crée une prospérité qu'aucune crise ne peut détruire, qu'aucun marché ne peut ébranler et qu'aucune circonstance ne peut retirer. Et cela commence de manière simple, pas dans le futur, mais dans le prochain. Arrête un instant et prête attention à ce que tu ressens maintenant. Si tu es fatigué, ce n'est pas à cause du travail, ce n'est pas le stress, ce n'est pas la vie, c'est parce que tu t'es trop dispersé. Tu restes disponible en permanence pour des choses qui n'ont aucun poids réel dans ta vie. Tu réponds à des messages qui ne t'intéressent pas. Tu entres dans des conversations dont tu connais déjà l'issue. Et malgré cela, tu restes comme si partir était une faute. Tu cherches la validation de personnes qui t'oublieront dès que tu cesseras de faire du bruit. On t'a convaincu qu'être présent tout le temps, connecté, disponible en permanence, était un signe d'importance. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que plus tu t'exposes sans discernement, plus tu te dilues. Et c'est la porte d'entrée de la médiocrité que tu dis vouloir éviter. En essayant d'être partout en même temps, par fragments, tu as fini par n'arriver nulle part. Surtout pas jusqu'à toi-même. Tu fonctionnes en pilote automatique avec le réservoir vide parce que tu as donné ton énergie émotionnelle, mentale et même physique à un monde qui ne connaît même pas ton véritable nom. Tout ce qui est facilement accessible perd de la valeur.
Toi aussi, le stoïcisme enseigne quelque chose que la modernité méprise, le pouvoir stratégique de disparaître. Marc Aurèle n'a pas construit sa force en étant accessible. Il l'a construite en étant sélectif, silencieux, difficile d'accès. Parce qu'il comprenait quelque chose que presque personne aujourd'hui ne supporte entendre. Toute présence n'est pas une vertu. Parfois, c'est une faiblesse déguisée en participation. Disparaître n'est pas fuir. C'est un acte de guerre contre la médiocrité qui cherche à te maintenir superficiel, occupé et distrait. C'est le moment où tu cesses de te donner à tout, où tu coupes l'excès et où tu recommences à reprendre le contrôle. Et quand cela arrive, quelque chose d'essentiel réapparaît. Tu commences, enfin, à te retrouver, sans bruit, sans interférence, sans avoir besoin de jouer un rôle. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment faire cela concrètement. 7 leçons pour transformer le silence en pouvoir et l'absence en respect. Mais reste jusqu'à la dernière, parce qu'elle ne va pas te plaire. Elle va te confronter. Elle va te montrer exactement où tu es encore en train de te gaspiller. Et c'est précisément pour cela qu'elle fonctionne. Maintenant écris « Je ne suis plus disponible pour tout ». Non pas comme un commentaire, mais comme une limite. Parce qu'à partir de maintenant, soit tu continues à être accessible à tout en consumant le peu d'énergie qu'il te reste, soit tu commences, enfin, à te respecter. Commençons. Numéro 1. L'esclavage du « tu peux compter sur moi ». Vous pensez qu'être serviable vous rend précieux? Arrêtez-vous une seconde et regardez cela avec honnêteté. La plupart du temps, non, cela ne vous rend pas précieux. En réalité, vous êtes en train de devenir invisible pour les mauvaises raisons. Quand vous répondez à tous les messages instantanément, quand vous vous rendez disponible pour le drame des autres, quand vous acceptez toutes les invitations par peur d'être laissé de côté, vous n'êtes pas admiré, vous êtes consommé. Et le pire, c'est que c'est vous-même qui apprenez aux gens à vous traiter ainsi. Vous envoyez un message silencieux, mais extrêmement clair au monde. Mon temps n'a aucune valeur. La disponibilité constante, c'est la mort du respect. Ce qui est abondant perd du poids. Ce qui est rare gagne de la valeur. Ce n'est pas une opinion, c'est un schéma humain. Pensez à quelque chose de simple. L'eau au milieu de l'océan n'a pas de valeur, mais dans le désert, c'est elle qui décide qui vit et qui meurt. Votre attention fonctionne exactement de la même manière. À force d'être toujours présent, vous êtes devenu le bruit de fond dans la vie des autres. Utile, accessible, pratique, mais facilement ignoré. Vous gaspillez votre énergie vitale, comme quelqu'un qui passe la journée entière à alimenter le feu des autres, pendant que sa propre flamme s'éteint, sans même s'en rendre compte. Sénèque l'avait déjà averti il y a des siècles. Personne ne permet qu'on envahisse ses terres, mais tout le monde permet qu'on envahisse sa vie. Les stoïciens comprenaient quelque chose que, aujourd'hui, presque personne n'applique. Votre attention n'est pas un détail, c'est votre ressource la plus précieuse. La donner à n'importe qui à n'importe quel moment, ce n'est pas de la bonté, c'est de l'abandon de soi. Marc Aurèle, même en étant l'homme le plus puissant de Rome, se retirait dans sa tente au milieu des guerres, pas pour se reposer, mais pour se protéger de l'excès de bruit. Il comprenait quelque chose que beaucoup ignorent encore. Celui qui ne contrôle pas son propre accès perd le contrôle de lui-même. Retenez bien cela. Un leader qui ne supporte pas sa propre solitude finit par devenir esclave de la présence des autres. La disponibilité n'est pas une vertu. Quand elle n'est pas contrôlée, elle devient une chaîne invisible. Éliminez l'habitude d'être nécessaire en permanence. Tout n'a pas besoin de vous. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à vous. Disparaître n'est pas un acte de rejet, c'est un acte de préservation. Quand vous vous éloignez du bruit, le bruit perd son pouvoir sur vous. C'est comme sortir d'une pièce bruyante. Le silence n'apparaît pas parce que le monde a changé, il apparaît parce que vous êtes sorti. Commencez doucement. Laissez votre téléphone dans une autre pièce. Résistez à l'impulsion automatique de répondre, de liker tout de suite. Ne donnez pas d'explication pour chaque absence. Celui qui vous respecte vraiment n'a pas besoin de justification constante. Permettez aux gens de ressentir votre manque, l'absence contrôlée. C'est ce qui redonne du poids à votre présence. La rareté de votre attention, c'est ce qui donne de la valeur à vos paroles. Celui qui est toujours disponible parle beaucoup, mais cesse d'être écouté. Disparaître fonctionne comme un filtre naturel. Ceux qui ne faisaient que vous utiliser par commodité vont partir, et ce n'est pas une perte, c'est un nettoyage.
ceux qui restent apprennent à respecter votre espace. À partir de maintenant, votre entraînement commence pendant les 2 prochaines heures. Après cette vidéo, vous allez rester complètement inaccessible, sans réseau, sans message, sans distraction. Ressentez l'anxiété de ne pas être vu. Observez l'impulsion de prendre votre téléphone, de vérifier, d'exister pour les autres, et ne cédez pas. Cet inconfort que vous ressentez n'est pas du vide, c'est une dépendance qui se brise. Ce silence n'est pas une absence, c'est une construction. Chaque minute pendant laquelle vous maintenez cet espace, c'est une brique dans la construction de votre contrôle. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas de disparaître du monde, il s'agit d'arrêter d'être disponible pour tout, pour enfin être présent à ce qui compte. À partir de maintenant, vous n'êtes plus une porte ouverte, vous êtes un accès contrôlé et cela change tout. Numéro 2. La retraite stoïcienne. Mais il y a quelque chose que personne ne vous dit au sujet du fait de disparaître. Disparaître n'est pas un endroit où vous allez, c'est un état que vous construisez à l'intérieur de vous. Et si vous ne savez pas comment le construire, vous pouvez être dans le coin le plus tranquille du monde, et malgré cela, ne pas trouver la paix. Disparaître n'est pas une question de géographie, c'est une question de maîtrise intérieure. Vous vivez en attendant les vacances, le week-end, ce moment de paix qui n'arrive jamais. Vous croyez qu'il vous faut un endroit au milieu de la nature, une plage, une cabane isolée, mais ce n'est qu'un autre piège déguisé en solution. Parce que, si vous n'arrivez pas à trouver le silence en vous, même l'endroit le plus reculé du monde vous paraîtra bruyant. Vous n'allez pas vers la paix, vous fuyez simplement vous-même. Vous pouvez même emmener d'autres personnes avec vous, mais vous emmenez aussi votre pire ennemi, vos propres pensées désordonnées. Chercher la paix à l'extérieur, c'est comme essayer de remplir une carafe fêlée. Plus vous essayez de la remplir, plus vite elle se vide. Peu importe jusqu'où vous allez, l'anxiété continuera de goûter, parce que le problème n'est pas l'endroit où vous êtes, c'est qui vous êtes pendant que vous y êtes. Combien de personnes partent en voyage pour se reposer et reviennent encore plus fatiguées? Ce n'est pas le lieu qui a échoué, c'est l'esprit qui ne s'est jamais arrêté. Marc Aurèle n'a pas écrit ses méditations dans un spa de luxe. Il les a écrites sur les rives du Danube, entouré de soldats, de boue, de maladies et du poids d'un empire en crise. Et c'est là qu'il a développé le concept qui peut aujourd'hui devenir votre arme la plus puissante, la citadelle intérieure. Nulle part l'homme ne trouve de refuge plus paisible que dans sa propre âme. Pour lui, disparaître n'a pas été un voyage physique, cela a été une retraite spirituelle au milieu du chaos. Au milieu des cris de la bataille, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas réduit le monde au silence, il a réduit au silence sa réaction au monde. Il a fermé les yeux et il est entré dans un sanctuaire où personne ne pouvait le toucher. Il n'avait pas besoin que le monde soit silencieux, il a simplement cessé de réagir au bruit. Disparaître dans la méthode stoïcienne ne signifie pas fuir dans la forêt. Cela signifie apprendre à être un observateur inébranlable au milieu de la tempête. C'est comme être dans un aquarium silencieux pendant que l'océan, à l'extérieur, est en furie. Vous pouvez être dans un bureau bruyant, dans un transport bondé, lors d'un dîner de famille difficile, et malgré cela, maintenir votre esprit dans un silence absolu. Votre bouclier n'est pas un mur de briques. Votre bouclier, c'est la manière dont vous interprétez ce qui se passe. Indifférence sélective, vous savez que tout ne mérite pas votre attention, que tout ne mérite pas votre énergie. Quand le monde extérieur devient insupportable, faites un pas en arrière, intérieurement, et tournez-vous vers l'intérieur. Cet espace est à vous et à personne d'autre. C'est là que vous vous reconstruisez, là où vous observez vos peurs comme un scientifique, sans vous laisser dominer par elles. C'est l'endroit où le bruit du monde perd son pouvoir sur votre état intérieur. Celui qui gouverne son propre esprit ne peut pas être gouverné par les circonstances. Si vous maîtrisez votre retrait intérieur, vous ne serez plus jamais victime de l'environnement. Votre entraînement d'aujourd'hui est une question de précision. Au moment le plus bruyant de la journée, fermez les yeux, n'essayez pas de lutter contre le son, observez-le simplement. Ne demandez pas le silence au monde, créez le silence en vous. Imaginez que vous entrez dans une pièce de pierre, là-dedans. Les cris du monde se transforment en échos lointains, puis en murmures, puis disparaissent. Visualisez cela comme si vous fermiez une porte épaisse entre vous et le chaos. C'est votre refuge,
Vous n'avez besoin de la permission de personne pour y entrer. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un arrête de parler. Vous n'avez pas besoin d'un lieu spécial. Vous avez seulement besoin de décider d'y entrer. De la même manière que vous pouvez ignorer le bruit d'un ventilateur après quelques minutes, vous pouvez aussi entraîner votre esprit à ignorer le bruit émotionnel du monde. C'est cela, le pouvoir de disparaître sans bouger d'un centimètre. Retenez bien cela. La vraie paix ne se trouve pas dans le silence du monde, mais dans le silence que vous créez malgré lui. Numéro 3. L'effet de rareté. Il y a quelque chose que le silence fait au monde, que presque personne ne vous enseigne. Personne ne vous l'explique clairement. Le silence ne vous protège pas seulement, il vous repositionne. Il change la manière dont les autres vous perçoivent, sans que vous ayez besoin d'élever la voix, ni de prouver quoi que ce soit. Et ce changement commence par une loi que le monde moderne a oubliée, l'effet de rareté. Ce qui est bon marché se trouve partout, ce qui est commun est ignoré, et ce qui est toujours disponible cesse d'être désiré. À force d'être toujours présent, de commenter toutes les publications, d'assister à tous les événements, de répondre à tout, à toute heure, pour n'importe qui, vous êtes devenu une ressource inépuisable et par conséquent une ressource sans poids, sans tension, sans valeur perçue. Les gens ne ressentent pas votre absence parce que vous n'êtes jamais vraiment parti. C'est comme une musique qui joue en permanence. Au début, elle attire l'attention, ensuite elle devient un bruit de fond. Ils ne respectent pas votre temps parce que vous le distribuez comme s'il était infini, comme quelqu'un qui donne de l'eau en abondance dans le désert, jusqu'à ce que plus personne ne voit la valeur de chaque goutte. Vous souffrez d'une inflation de présence. Plus vous mettez d'unité de votre attention dans le monde, moins chacune d'elles vaut, de la même manière qu'une monnaie perd de la valeur quand on l'imprime en excès. Le désespoir d'être vu est le signe le plus clair d'une âme qui ne s'appartient pas à elle-même. C'est quelqu'un qui s'offre avant même d'être recherché, qui parle avant même d'être entendu, qui se montre avant d'être nécessaire. Les grands maîtres de la philosophie antique ne se mélangeaient pas aux foules pour être validés. Ils se retiraient pour devenir rares, et ce qui est rare finit naturellement par être recherché. Il y a une énorme différence entre présence et valeur. Épictète enseignait que le sage ne recherche pas les applaudissements, il recherche la vérité, et celui qui cherche la vérité n'a pas besoin de s'exposer en permanence pour être reconnu. Marc Aurèle ne cherchait pas à être le centre de l'attention, il cherchait à être le centre de son propre jugement, et c'est l'une des plus grandes formes de pouvoir que quelqu'un puisse développer. Et tous deux comprenaient quelque chose que, aujourd'hui, presque personne n'applique. La familiarité excessive engendre le mépris. Quand vous cessez d'être un objet disponible pour le divertissement des autres, vous récupérez votre statut d'individu souverain. Vous cessez d'être quelqu'un qui remplit le temps des autres, et vous devenez quelqu'un qui choisit où investir son propre temps. Votre absence parle plus fort que n'importe quel discours, parce qu'elle porte un message silencieux et non négociable. J'ai quelque chose de plus important à construire que de mendier de l'attention. Éliminez le besoin d'être dans toutes les conversations. Toute invitation n'est pas une opportunité. Beaucoup ne sont que des distractions déguisées en liens. Le pouvoir de disparaître réside dans quelque chose que peu de gens comprennent. Il crée un vide, et l'être humain cherche toujours à remplir ce qui lui manque. Quand vous arrêtez de publier, quand vous arrêtez de donner votre avis sur tout, quand vous arrêtez de participer à ce qui ne vous élève pas, le monde ne vous oublie pas. Il commence à remarquer votre absence avec plus de force qu'il ne remarquait auparavant votre présence constante. Vous ne disparaissez pas pour punir les autres. Vous disparaissez pour vous repositionner à l'intérieur de votre propre vie. C'est dans l'ombre que le vrai respect est forgé. De la même manière que l'acier ne gagne de la résistance qu'en passant par le feu invisible du processus et non par les applaudissements du public. Laissez-les se demander ce que vous êtes en train de faire. Laissez-les douter, laissez-les spéculer. Parce que pendant que le monde essaie de comprendre votre silence, vous êtes occupé à construire quelque chose qui parle pour vous. Pendant qu'ils parlent de vous, vous êtes en train de construire quelque chose qui n'a pas besoin de leur approbation pour exister. La rareté n'est pas une technique de manipulation. C'est un effet secondaire naturel de quelqu'un qui a un but. C'est le résultat d'une vie qui ne permet pas de gaspiller son énergie dans des trivialités. Votre entraînement d'aujourd'hui porte sur le caractère. Vous allez dire non à la prochaine invitation, à la prochaine demande, à la prochaine interruption qui ne soit pas alignée avec ce qui compte vraiment. Sans longues explications, sans excuses, sans culpabilité,
parce que celui qui a besoin de tout justifier n'a pas encore pris le contrôle de sa propre vie. Ce n'est pas une décision légère, ressentez le poids de ce non, parce que c'est exactement ce poids-là qui construit votre liberté. La liberté de ne pas être un pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre, la liberté de ne pas réagir, mais de choisir, la liberté de ne pas vous disperser, mais de vous concentrer. Vous n'avez rien perdu, vous êtes seulement en train de récupérer votre valeur. Numéro 4. Éliminez la pollution mentale. Vous avez récupéré votre valeur grâce à la rareté. Quand vous devenez moins disponible, vous devenez plus respecté, plus rare, plus difficile à ignorer, et le monde commence petit à petit à remarquer votre absence. Mais il existe un ennemi qui n'attend pas d'être invité, qui entre sans permission, qui attaque sans prévenir, et qui est déjà installé dans votre routine depuis si longtemps que vous avez cessé de le remarquer. Il ne frappe pas à la porte. Il vit déjà avec vous, colonisant votre esprit depuis votre poche. Vous transportez un champ de bataille dans votre poche, et le plus dangereux, c'est que vous croyez être aux commandes, alors qu'en réalité, vous êtes en train d'être dirigé. Chaque notification, c'est comme quelqu'un qui vous appelle par votre nom au milieu d'une décision importante, brisant votre ligne de pensée, détournant votre attention, fragmentant votre clarté. Chaque défilement infini est une blessure par laquelle votre concentration se vide. Vous n'êtes pas informé, vous êtes saturé, surchargé, distrait au point de ne plus réussir à soutenir une pensée jusqu'au bout. Vous avez permis à des algorithmes conçus pour l'addiction de décider de ce que vous pensez et de la manière dont vous pensez. Arrêtez-vous une seconde et observez votre propre routine. Combien de fois prenez-vous votre téléphone sans raison claire? Combien de fois ouvrez-vous une application sans même vous souvenir pourquoi? Ce n'est pas un choix, c'est un conditionnement. Le bruit numérique n'est pas seulement une distraction, c'est un parasite qui se nourrit de votre silence. Vous êtes tellement connecté au monde que vous vous êtes déconnecté de vous-même. Vous avez perdu le contact avec la seule voix qui compte, la vôtre. Vous vivez dans un état d'alerte permanent, en réagissant à des tragédies que vous ne pouvez pas résoudre, à des opinions que vous n'avez pas demandées, à des vies qui ne sont pas les vôtres, pendant que votre propre vie est repoussée vers le fond, comme un projet toujours reporté, toujours laissé pour plus tard. Si Marc Aurèle était vivant aujourd'hui, il appellerait votre téléphone une chaîne en or, non pas parce qu'il ne voit pas la valeur de l'outil, mais parce qu'il comprend le danger de devenir dépendant de lui. Il a écrit quelque chose qui est, aujourd'hui, plus urgent que jamais. Peu de choses, si elles sont éliminées, apporteront la paix de l'esprit. Et presque toutes ces choses, aujourd'hui, tiennent dans un écran. Les stoïciens pratiquaient un régime mental. Saviez-vous que l'esprit prend la couleur de vos pensées habituelles? Si vous nourrissez votre esprit de commérage, de comparaison, d'urgence artificielle et de stimulation constante, vous ne construisez pas de la clarté, vous construisez de la confusion. Un cerveau rempli de déchets numériques rend votre jugement inutile. C'est comme essayer de voir à travers une vitre sale. Plus vous regardez, moins vous voyez clairement. La personne sage protège ses sens, non parce qu'elle serait un ermite, mais parce qu'elle comprend que son attention est une ressource sacrée. Disparaître du bruit numérique ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie arrêter de tout consommer et commencer à choisir avec précision ce qui mérite d'entrer. Il s'agit de sélectionner quelle partie de la réalité mérite d'avoir accès à votre forteresse intérieure. Éliminez dès aujourd'hui l'illusion de l'urgence. Tout ce qui sonne n'a pas besoin de vous, tout ce qui apparaît n'exige pas votre attention. Et presque rien n'est aussi urgent que cela en a l'air. Le monde ne va pas s'arrêter simplement parce que vous avez cessé de regarder un écran. Le vrai pouvoir, c'est réussir à ne pas répondre immédiatement. C'est réussir à penser avant de réagir. C'est réussir à rester entier pendant que le reste du monde se fragmente. Ce qui disparaît à l'ère numérique, c'est l'inaccessibilité sélective. Aujourd'hui, tout le monde est disponible en permanence. Et c'est précisément pour cela que tout le monde a perdu de la valeur. Configurez votre environnement pour que le monde ait besoin de vous demander la permission de vous parler, et non l'inverse. Mettez les notifications en sourdine. Nettoyez vos réseaux sociaux des voix médiocres. Si quelqu'un ou quelque chose n'apporte pas de clarté, cela vous vole votre attention. C'est aussi simple que cela. Arrêtez d'être un dépôt d'informations inutiles. Le silence numérique est le nouveau luxe. Quand vous réduisez le bruit au silence, la clarté revient.
Au début, ce silence dérange, parce qu'on vous a entraîné à le fuir, mais c'est précisément là que tout commence à se réorganiser. C'est dans ce vide qui vous effraie tant que naissent les grandes idées, que le caractère se forge, que vous entendez enfin ce que vous ignorez depuis des mois, votre propre voix. C'est comme entrer dans une pièce qui a toujours été pleine de monde. Quand tout le monde s'en va, vous vous rendez compte que l'espace a toujours été à vous. Vous ne pouvez pas entendre votre propre sagesse si le volume du monde est au maximum. Votre entraînement d'aujourd'hui est pure discipline. Vous allez désinstaller cette application qui vous vole votre temps, celle que vous ouvrez automatiquement, même sans envie. Ou vous allez mettre votre téléphone en mode avion pendant les dernières heures de votre journée. Sans exception, sans négociation, sans juste pour cette fois. Restez dans le silence. Voyez ce qu'il reste de vous quand le bruit disparaît, et ce qu'il reste, c'est la seule chose réelle que vous possédez. Numéro 5. Forgez le caractère dans l'ombre. Bienvenue dans la réalité. Vous avez coupé le bruit numérique, le silence vous appartient, et maintenant commence la partie décisive, l'entraînement. L'endroit où il se passe quelque chose qu'aucun public ne peut voir et qu'aucun applaudissement ne peut remplacer, la forge silencieuse de votre vrai moi. La plupart des gens ne sont vertueux que lorsqu'une caméra est allumée, quand quelqu'un regarde, quand il y a un témoin. Ils vivent dans une performance continue, en ajustant chaque geste pour recevoir de la validation. Mais cela, ce n'est pas du caractère, c'est du théâtre. Si vous ne faites le bon choix que lorsque vous êtes vu, vous n'êtes pas libre, vous êtes conditionné. C'est comme s'occuper uniquement de la façade d'une maison pendant que l'intérieur pourrit. Vous négligez votre jardin intérieur parce que vous êtes trop occupé à peindre ce que les autres voient. Mais quand la tempête arrive, ce n'est pas la peinture qui soutient la maison, c'est sa structure. Marc Aurèle a compris cela avec une clarté inconfortable. Dans ses méditations, il s'est posé une question simple, mais brutale. Qu'importe si personne ne le sait. Cette question détruit le besoin d'avoir un public, parce qu'elle vous oblige à regarder la vérité en face. Vous restez celui que vous êtes, même quand personne ne regarde. Pour lui, l'entraînement le plus important avait lieu dans le noir, dans l'ombre, là où il n'y avait pas d'applaudissements, là où il n'y avait aucune approbation, là où il ne restait que lui et la qualité de ses choix. Les stoïciens soutenaient une certitude inébranlable. La vertu est sa propre récompense. Les grands noms de l'histoire ne sont pas devenus grands grâce à des discours ou à l'exposition. Ils ont été façonnés par des heures invisibles de discipline, d'études et de sacrifices que personne n'a vu. Disparaître est le filtre suprême. C'est le moment où vous cessez d'agir pour le statut et où vous commencez à agir par principe. Au début, vous le faites parce qu'on veut vous voir. Ensuite, vous le faites parce que vous ne pouvez plus être autrement. C'est dans l'ombre que vous découvrez qui vous êtes vraiment, quand le public disparaît et qu'il n'y a plus personne à impressionner. Alors, il ne reste que la vérité. Éliminez ce besoin dès aujourd'hui. Arrêtez d'annoncer vos progrès et commencez à les construire. Le vrai pouvoir de disparaître se trouve dans le travail silencieux. Pendant que d'autres annoncent leurs objectifs, vous exécutez. Pendant qu'ils montrent leur routine, vous construisez un esprit et un corps qui n'ont pas besoin de validation. Pensez à quelqu'un qui dit qu'il va commencer à maigrir, qui publie, qui parle, qui promet, puis abandonne quelques jours après. Maintenant, pensez à celui qui ne dit rien mais qui réapparaît quelques mois plus tard, physiquement méconnaissable. La différence n'est pas dans le talent, elle est dans le silence. Utilisez votre temps d'invisibilité avec précision. Étudiez ce que la majorité ignore, affrontez ce que la majorité évite, renforcez ce que la majorité abandonne. Permettez-vous d'échouer loin des regards, pour grandir loin du jugement, parce que là, personne ne vous voit tomber, mais personne non plus ne vous empêche de vous relever. N'essayez pas de convaincre le monde que vous êtes en train de vous améliorer. C'est un gaspillage d'énergie. Laissez les résultats parler quand vous déciderez de réapparaître. La confiance qui naît de ce processus est différente. Elle ne dépend pas des compliments, elle ne dépend pas de la validation, elle ne dépend pas des circonstances. Elle vient du fait de savoir, avec une certitude absolue, que vous êtes capable de rester ferme, même sans témoin. C'est cela le vrai pouvoir. Votre entraînement d'aujourd'hui porte sur l'intégrité pure. Faites quelque chose de difficile, quelque chose qui vous renforce, quelque chose qui a un coût réel. Et il y a une règle, il est interdit de le raconter à quelqu'un.
Ni photos, ni messages, ni commentaires, gardez cela comme un secret précieux. C'est ainsi que la force grandit, en silence, sans distraction, sans applaudissements. Laissez ce silence se transformer en acier à l'intérieur de vous, comme une lame qui est forgée loin des regards, sous la chaleur et la pression, jusqu'à devenir incassable. Parce qu'au fond, vous êtes l'architecte d'un temple que personne ne voit, et ce temple-là, contrairement à n'importe quelle façade, est le seul qui ne puisse pas être détruit. Numéro 6. Le courage de partir. Tu forges ton caractère dans l'ombre, personne ne voit ce que tu es en train de construire. Personne n'applaudit l'effort silencieux, mais il existe quelque chose capable de détruire tout cela sans faire de bruit, sans prévenir, sans confrontation directe. Ce n'est pas la critique, ce n'est pas l'échec, ce n'est même pas ta propre faiblesse. C'est le mauvais environnement, ce sont les mauvaises personnes, c'est la fréquentation que vous avez normalisée sans vous en rendre compte. Parce que peu importe ce que tu construis en silence, si tu reviens chaque jour dans un endroit qui te tire vers le bas, tu sabotes ton propre progrès. Tu penses qu'interagir avec tout le monde, c'est être sociable. Souvent, c'est simplement une façon de disparaître dans les autres, de diluer qui tu es jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de solide. Regarde autour de toi. La plupart des gens vivent dans un état constant de plainte, de comparaison, d'envie déguisée en opinion. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas explicite, c'est silencieux. Et justement pour cela, c'est dangereux. Les vices sont contagieux, bien plus que tu ne l'imagines. Si tu passes assez de temps dans une pièce pleine de fumée, tu en ressors imprégné par l'odeur, même sans avoir fumé. Maintenant, comprends cela avec une clarté brutale. La même chose arrive à ton esprit. Si tu passes assez de temps dans des environnements négatifs, tu commences à penser comme eux, à agir comme eux, à justifier comme eux, sans t'en rendre compte, sans décider, sans résister. Quand tu essaies de t'intégrer dans des cercles médiocres, tu adoptes leurs peurs, leurs excuses, leur vision limitée de la vie. Tu ne choisis pas cela consciemment, mais tu en paies le prix tous les jours. Ton désir d'appartenir est en train de tuer ta capacité à te démarquer. Sénèque a été implacable sur ce point. Rien n'est plus nuisible au caractère que la fréquentation constante de ceux qui n'ont pas de direction. Il avertissait que passer trop de temps comme spectateur, comme partie du public est dangereux parce que tu commences à t'habituer au niveau bas sans t'en rendre compte. La foule t'anesthésie. Elle transforme le médiocre en normal, le faible en acceptable, le superficiel en suffisant. Et le pire, elle te convainc que vouloir plus est un excès. Pense à un exemple simple. Tu commences un projet avec énergie, discipline, clarté, mais tout le monde autour de toi se plaint, procrastine, doute. En quelques jours, ton intensité commence à sembler trop. En quelques semaines, tu es déjà en train de t'adapter à leur rythme. Non pas parce que tu as changé d'objectif, mais parce que tu as été absorbé par l'environnement. Le sage choisit ses compagnons avec la précision d'un chirurgien. Il ne choisit pas par affinité du moment, il choisit par direction de vie. Disparaître de la foule n'est pas de l'arrogance. C'est une stratégie, c'est une protection, c'est de la maturité. Marc Aurèle se rappelait chaque matin qu'il rencontrerait des personnes difficiles, ingrates, égoïstes, et malgré cela, il ne cherchait pas à les changer. Il refusait simplement d'être façonné par elles. C'est là la différence. Tu n'as pas besoin de changer le monde. Mais tu dois empêcher que le monde te change. Élimine aujourd'hui le besoin d'être accepté par des personnes que tu ne respectes pas. Arrête de participer à des réunions qui drainent ton énergie. Arrête d'entretenir des conversations qui n'apportent rien. Arrête de valider des comportements que tu méprises, juste pour éviter de paraître désagréable. Chaque fois que tu te tais face à ce qui te diminue, tu négocies un morceau de ton identité. La solitude n'est pas un vide, c'est un filtre, c'est le laboratoire où ton caractère est testé sans interférence, où tu découvres qui tu es sans la pression de plaire à qui que ce soit. Si ta paix dépend de l'approbation des autres, tu n'es pas libre, tu es conditionné. Apprends à marcher seul parce que c'est dans le silence que tu te reconstruis. Il existe une différence brutale entre être seul et être mal accompagné, et la plupart des gens choisissent d'être mal accompagnés par peur de se confronter à eux-mêmes. Ton entraînement aujourd'hui est celui de l'observation, de l'analyse chirurgicale. Analyse les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, non pas celles que tu préfères, mais celles qui occupent ton temps.
ton attention, ton énergie. Elles t'élèvent ou elles te limitent. Elles élargissent ta vision ou elles renforcent tes excuses. Après avoir été avec elles, tu te sens plus fort ou plus lourd. Cette réponse définit la direction de ta vie plus que n'importe quel plan. Si la réponse te dérange, tu sais déjà quoi faire. Retire ton énergie, sans annonce, sans confrontation, sans grandes explications. Et surtout, sans culpabilité. Parce que grandir exige des coupures silencieuses. Éloigne-toi simplement. Protège ton sanctuaire intérieur, parce que tout ce que tu laisses entrer dans ton esprit, soit renforce ce que tu construis, soit le corrode peu à peu. Et presque toujours, la destruction ne se produit pas lors de grands moments. Elle se produit dans de petites concessions quotidiennes. Dans la prochaine leçon, le véritable test commence. Tu vas apprendre comment revenir au même scénario, mais pas avec le même esprit. Numéro 7. La reconquête intérieure. Beaucoup disparaissent parce qu'ils ne parviennent pas à supporter le poids de leur propre réalité quand elle frappe à nouveau à la porte, comme quelqu'un qui ferme les yeux au milieu d'une tempête en pensant que le vent va s'arrêter tout seul. Ce n'est pas une stratégie, c'est une fuite. Mais quand tu as le contrôle de toi-même, tu comprends que tu ne t'es pas caché, tu t'es préparé, tu as forgé une armure que la réalité ne peut plus percer, non pas parce que le monde est devenu plus léger, mais parce que tu es devenu plus solide. C'est cela, la maîtrise. Tu as embrassé le silence, protégé ta citadelle, travaillé dans l'ombre comme un artisan qui aiguise sa lame chaque jour, même sans public, sachant qu'un jour, elle sera mise à l'épreuve. Et maintenant, le monde que tu as laissé derrière toi est toujours le même, chaotique, bruyant, superficiel, les mêmes distractions, les mêmes provocations, les mêmes pièges déguisés en urgence. Mais toi, tu n'es plus le même. Le véritable test de ta disparition ne se passe pas dans la solitude. Il se passe maintenant, dans la confrontation, au moment où quelqu'un te met sous pression, te critique, te provoque, et que tu choisis de ne plus réagir comme avant. Si tu retombes dans les mêmes vices en cherchant la même approbation, en réagissant aux mêmes provocations, alors tu t'es simplement caché, comme quelqu'un qui quitte le champ de bataille, mais revient avec la même armure brisée. Mais si tu reviens avec un regard que personne ne peut déstabiliser, avec une présence qui ne demande pas de validation, avec un calme qui ne se négocie pas, alors vous n'êtes pas revenu, vous renaissez. Marc Aurèle le savait. Pour lui, le retrait n'était pas une fuite, c'était une préparation. C'était comme tirer la corde avant de lancer la flèche. Au lever du jour, dis-toi, aujourd'hui je rencontrerai des personnes indiscrètes, ingrates, arrogantes, et malgré cela, je ne serai pas comme elles. La philosophie stoïcienne ne te demande pas de vivre isolé sur une montagne, elle t'entraîne à descendre dans l'arène en portant la montagne en toi. Le véritable stoïcien ne retourne pas dans le monde pour s'adapter au chaos, il y retourne pour ne pas être dominé par lui. Comme un général qui revient d'une préparation silencieuse, ton retour doit être marqué par l'exécution. Moins de paroles, plus d'action. Moins de réaction, plus de direction. Tu as cessé d'être une feuille portée par le vent et tu es devenu le rocher contre lequel les vagues se brisent. Ton pouvoir ne se trouve pas dans ce que tu dis, mais dans la fermeté invisible de ta présence, dans la manière dont tu entres dans un environnement sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Maintenant, tu comprends quelque chose que personne ne peut t'enseigner. Le monde va tenter de te tirer en arrière. Une critique, un commentaire, un rejet, un regard de travers, de petites amorces émotionnelles, comme des hameçons lancés vers ton ancien comportement. Mais maintenant, tes mains ne s'y accrochent plus. Avant, n'importe quelle provocation t'entraînait. Aujourd'hui, tu observes et tu choisis. Et ce choix change tout. Ton silence devient respect. Ton absence a créé de l'autorité. Parce que celui qui n'est pas toujours disponible cesse d'être ordinaire. Ta discipline apparaît maintenant comme une confiance qui n'a pas besoin d'être annoncée. Tu ne cherches plus à être vu, et justement pour cela, tu deviens impossible à ignorer. Tu as appris quelque chose de rare, être dans le monde sans être contrôlé par lui. Ton bouclier est le silence, ton épée est ta volonté, ton guide est la raison. Et cela change la façon dont tu travailles, dont tu parles, dont tu décides. Tu ne réponds plus par impulsion, tu réponds avec conscience. Tu ne cours plus après, tu choisis quand agir. Tu as disparu en tant qu'esclave des circonstances et tu es revenu en souverain de ton propre destin. Ne parle pas de ton changement.
Vis-le, parce que la transformation réelle ne fait pas de bruit, elle s'impose avec le temps. Ne demande pas le respect, deviens quelqu'un qu'on ne peut pas manquer de respect. Tu es arrivé jusqu'ici, et tu n'es plus la même personne que celle qui a commencé. Et ce n'est pas une phrase motivante, c'est un constat. Tu as traversé les 7 leçons du pouvoir de disparaître. Tu as reconnu le piège de la disponibilité. Tu as compris qu'être toujours accessible te rendait prévisible. Et la prévisibilité affaiblit toute présence. Tu as fermé la porte que toi-même tu laissais ouverte. Tu as construit ta forteresse intérieure et appris à reculer sans fuir. Tu as récupéré ta valeur par la rareté. Tu as cessé d'être quelqu'un toujours prêt pour tout. Et tu es devenu quelqu'un qui choisit où mettre son énergie. Tu as éliminé le bruit numérique. Et tu as compris à quel point ton esprit était occupé par ce qui n'avait pas d'importance. Et pour la première fois depuis longtemps, tu as entendu ta propre voix. Tu as forgé ton caractère dans l'ombre, là où personne n'applaudissait, comme quelqu'un qui s'entraîne seul pendant que le reste du monde se distrait. Tu as solidifié ton environnement, tu as éloigné ce qui te vidait, et tu as compris que l'environnement n'est pas un détail, c'est un destin. Et maintenant tu reviens, non pas comme la même personne qui est partie, mais comme quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. 7 leçons, un pouvoir, le pouvoir de disparaître pour se retrouver. Mais comprends ceci avant de partir d'ici. Tout ce que tu as appris aujourd'hui ne vaut absolument rien si, dans les prochaines minutes, tu continues à être disponible pour tout et pour tous. Le changement ne se produit pas quand tu comprends. Il se produit quand tu coupes. Coupe l'excès, coupe le bruit, coupe le besoin d'approbation. Le stoïcisme pratique ne se consomme pas, il se vit. Alors écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je disparais pour me conquérir ». Si cette vidéo a du sens pour toi, prends une action concrète aujourd'hui. Mets un like, abonne-toi et partage avec quelqu'un que tu admires. Le monde continuera à être chaotique, bruyant, superficiel, mais toi non. Plus tu t'exposes sans conscience, plus tu te perds. Personne ne t'a jamais dit ça, mais tu te réveilles déjà en train de lutter. Même avant de sortir du lit, ton esprit est déjà entré en combat. Des pensées à propos de choses qui ne se sont même pas produites, des peurs face à des scénarios qui n'existeront peut-être jamais, et des souvenirs qui insistent pour revenir comme s'ils étaient encore réels. Et, au milieu de tout ça, tu attends que le monde se calme pour enfin être en paix. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. La paix ne naît pas quand tout se résout. Elle naît quand tu arrêtes de dépendre de ce qui est à l'extérieur. Beaucoup de gens cherchent le stoïcisme comme un soulagement rapide, une belle phrase, une idée qui apaise pendant quelques minutes. Mais le stoïcisme n'est pas une anesthésie, c'est une préparation. Il ne sert pas à fuir la pression, il sert à la traverser sans se briser. Et c'est exactement ce que tu vas construire maintenant. Non pas un esprit qui réagit à tout, mais un esprit solide. Une base intérieure si solide qu'aucune critique ne t'ébranle, aucune crise ne te désorganise, aucune situation ne te fait perdre ton axe. Non pas parce que les problèmes vont disparaître, mais parce que tu cesses d'être petit face à eux. Dans cette vidéo, tu vas apprendre 6 leçons stoïciennes pour renforcer ton esprit, organiser tes émotions et reprendre le contrôle de ta propre posture. Et reste jusqu'à la dernière, parce que c'est là que se trouve la clé qui change tout. Avant de commencer, fais quelque chose de simple. Écris dans les commentaires « Mon esprit est ma base », non pas comme une interaction, mais comme une décision. Le moment où tu cesses d'être entraîné et où tu commences à diriger. Maintenant, respire, on va commencer. Leçon 1. La dichotomie qui résout 90% de tes problèmes. Tu vis épuisé. Et ce n'est pas à cause d'un excès de travail, c'est à cause d'un excès de préoccupation pour des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu es en train de pousser une montagne avec tes mains nues et tu t'étonnes encore que tes épaules te fassent mal. Chaque fois que tu souffres pour quelque chose que tu ne contrôles pas, comme l'opinion de quelqu'un, la circulation, l'économie ou le climat, tu commets une erreur de calcul fatale. Tu es en train d'investir ta monnaie la plus précieuse dans un marché qui ne paie jamais de dividendes. Ton attention. La préoccupation pour l'extérieur est comme une hémorragie silencieuse. Tu perds de l'énergie, de la clarté et de la paix, sans même t'en rendre compte. C'est comme si tu donnais les clés de ta propre maison à des inconnus, puis que tu te demandais pourquoi tu ne te sens pas en sécurité à l'intérieur.
Un homme qui dépend du fait que le monde se comporte bien pour avoir la paix, a déjà perdu la guerre avant même qu'elle ne commence. Il ne vit pas, il réagit. Il ne choisit pas, il supplie pour des circonstances favorables. Il est l'otage du hasard. Il y a plus de 2000 ans, Épictète, un homme qui a connu l'esclavage physique mieux que quiconque, a laissé une phrase qui devrait devenir ton nouveau code d'honneur. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Cela paraît simple, mais c'est la ligne qui sépare la liberté de la folie. Épictète ne contrôlait pas ses chaînes, mais il contrôlait le jugement qu'il portait sur elles. Pendant que des hommes libres désespéraient à cause du pouvoir, de la politique et du statut, un esclave était libre parce que son esprit n'avait pas de maître. La dichotomie radicale n'est pas un conseil léger, c'est une chirurgie. Tu dois entrer dans ton esprit et amputer avec précision tout ce qui ne t'appartient pas, l'opinion des autres, le résultat final, le comportement des autres, le futur. Si le résultat dépend de quelque chose en dehors de toi, alors il n'a jamais été sous ton contrôle. Ton seul domaine, c'est ton action, ton intention, la qualité de ton exécution. Tout le reste est décor, pas commandement. Pense comme un musicien sur scène. Tu ne contrôles pas le public, le son, ni les imprévus, mais tu contrôles chaque note que tu joues. Et c'est cela qui détermine si tu es médiocre ou excellent. Aujourd'hui, beaucoup de gens croient que s'inquiéter aide à résoudre, mais c'est une illusion confortable. L'inquiétude ne résout rien, elle ne fait que déformer. Elle n'anticipe pas la solution, elle anticipe seulement la souffrance. Apprends à être un gardien de but impitoyable de ton esprit. Quand une pensée sur le futur ou sur l'opinion des autres essaie d'entrer, ne l'accepte pas automatiquement. Ouvre la porte et pose une seule question. Est-ce que j'ai un contrôle total sur cela? Si la réponse est non, réponds avec calme, mais avec fermeté. Cela ne m'appartient pas. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la précision. Un général ne gaspille pas ses munitions sur des cibles qu'il ne peut pas atteindre. Et toi, tu ne peux pas gaspiller ta paix avec des événements qui sont déjà hors de ta portée. Maintenant, amène cela dans le concret. Ton patron te critique injustement. Tu ne contrôles pas son opinion, mais tu contrôles ta réaction. La circulation bloque ta journée, tu ne contrôles pas le flux, mais tu contrôles ton état mental. Quelqu'un te juge sans te connaître. Tu ne contrôles pas ce jugement, mais tu contrôles la valeur que tu lui donnes. La liberté commence exactement à cet endroit, quand tu arrêtes de lutter contre ce qui ne t'appartient pas. Ton entraînement pour cette leçon est simple mais puissant. Prends une feuille de papier et dessine un cercle. À l'intérieur, écris 3 choses qui sont à 100% sous ton contrôle aujourd'hui. À l'extérieur du cercle, écris tout ce qui te préoccupe, mais ne dépend pas de toi. Maintenant, regarde à l'extérieur et dis à voix haute « c'est du bruit ». Et ensuite, ignore. Reviens à ton cercle. C'est ton territoire. C'est le seul endroit où ta vie se passe réellement. Tout le reste n'est qu'une distraction déguisée en urgence. Leçon 2. Amor fati, le moteur de ton destin. Tu connais déjà ton cercle. Tu sais déjà ce qui est à toi et ce qui ne l'est pas. Mais il existe quelque chose que ce cercle ne peut pas faire, changer ce qui s'est déjà passé, ni anticiper ce qui n'est pas encore arrivé. Et c'est précisément là que beaucoup se perdent. Le passé est déjà sorti de tes mains. Le futur n'est pas encore arrivé. Et malgré cela, beaucoup vivent en essayant de contrôler les deux. Ils tentent de réécrire ce qui est devenu un fait, ils tentent de négocier avec l'irréversible, ils exigent que la vie fasse marche arrière. Mais la réalité ne revient pas en arrière. C'est pour cela que tant de personnes restent prisonnières, non seulement du futur, mais surtout du passé. J'aurais voulu que cela n'arrive pas. J'aurais voulu ne pas avoir perdu cet argent. J'aurais voulu que cette personne ne m'ait pas trahi. J'aurais voulu que tout ait été différent. Regarde ce qu'il y a derrière ces phrases. Ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est de la résistance. C'est l'esprit qui regarde un fait accompli et qui dit « je refuse d'accepter ». Et chaque fois que tu fais cela, tu entres en guerre avec quelque chose qui a déjà gagné. Vouloir que le passé soit différent, c'est comme essayer de pousser une montagne avec les mains. Tu te blesses, tu t'épuises, tu te frustres. Mais la montagne reste au même endroit, la réalité ne se corrige pas avec la révolte. La résistance à ce qui est déjà là, c'est cela qui rend fou. C'est comme un marin qui se met en colère contre le vent parce qu'il ne souffle pas dans la direction qu'il voudrait. Sa colère ne change pas le vent,
elle ne fait que consommer la force dont il aurait besoin pour ajuster les voiles. C'est l'un des points les plus profonds du stoïcisme. Ta souffrance ne vient pas seulement de ce qui s'est passé, elle naît très souvent de ta lutte intérieure contre le fait que cela se soit produit. Tu ne souffres pas seulement de la perte, tu souffres aussi parce que tu continues à dire en toi « cela n'aurait pas dû être ainsi ». Et cette lutte est épuisante, c'est comme essayer de réchauffer des cendres froides. Tu dépenses de l'énergie, du temps et de la vie dans quelque chose qui a déjà perdu sa flamme. C'est de cette compréhension qu'est née l'une des idées les plus puissantes de la philosophie. Amor fati, l'amour du destin. Non pas comme une résignation triste, non pas comme quelqu'un qui baisse la tête et se résigne, mais comme quelqu'un qui regarde sa propre vie et dit « Si cela est venu jusqu'à moi, je vais transformer cela en force ». Amor fati, c'est arrêter de demander « Pourquoi cela m'est arrivé ?» et commencer à demander « Qu'est-ce que je fais avec cela maintenant ?» Ce changement paraît simple, mais il transforme une vie entière, parce qu'à partir de ce moment, tu cesses d'être emporté par les événements et tu commences à travailler avec eux. Imagine un sculpteur recevant un bloc de marbre avec une fissure profonde. Une personne médiocre regarderait cela et se plaindrait du défaut, mais un grand artiste fait autre chose. Il intègre la fissure dans l'œuvre et transforme justement cette marque en détail le plus inoubliable de la sculpture. C'est ainsi qu'un esprit fort voit la vie. Ce qui pour beaucoup est un défaut devient pour lui une matière. Ce qui pour beaucoup est une fin devient pour lui une forme. Marc Aurèle comprenait cela en profondeur. Pour lui, rien de ce qui arrivait n'était seulement un obstacle. Tout pouvait devenir matériau de construction. Si la vie apporte du feu, tu utilises ce feu pour éclairer le chemin. Si elle apporte du froid, tu utilises ce froid pour durcir ton caractère. Si elle apporte de la pression, tu utilises cette pression pour découvrir la force que tu ne connaissais pas encore en toi. C'est pour cela qu'un homme qui aime son destin devient difficile à vaincre. Parce que chaque coup enseigne, chaque perte fait mûrir, chaque chute révèle où il doit encore grandir. Ce qui détruirait quelqu'un de faible, chez lui, devient structure. Pense à des exemples réels. Il y a des personnes qui ont perdu un emploi et quelques mois plus tard, ont compris que ce licenciement était l'élan qui manquait pour reconstruire leur vie. Il y a des personnes qui ont traversé une trahison et qui, pour la première fois, ont appris à poser des limites. Il y a des personnes qui ont connu la pénurie et qui ont découvert la discipline, la vision et la responsabilité. Au moment de la douleur, rien de tout cela ne semble présent. Mais avec le temps, il devient clair que ce qui paraissait être une ruine était aussi en train de façonner une force. Cela ne signifie pas romantiser la souffrance. Cela ne signifie pas faire semblant que la douleur est belle. Cela signifie simplement reconnaître que, une fois que quelque chose s'est produit, la question la plus intelligente n'est pas « comment est-ce que j'efface cela ?», mais « comment est-ce que je transforme cela ?» Élimine de ton esprit l'idée que l'univers te doit une vie sans perte, sans retard, sans déception et sans inconfort. Il ne te la doit pas. Mais en même temps, tout ce qui est arrivé jusqu'à toi peut porter une exigence de croissance. Ce problème, cette pénurie, cette douleur, ce retard, peuvent être en train de te pousser exactement vers le niveau suivant que ton ancienne version n'aurait jamais atteint. Amor fati, c'est comme le feu dans une forêt. Le feu ne choisit pas le bois idéal, il n'attend pas des conditions parfaites, il ne se plaint pas parce que le bois est humide. Il consume simplement ce qu'il trouve et transforme tout en énergie. C'est cela que tu dois apprendre à faire avec la vie. Arrête de classer tout immédiatement comme bon ou mauvais. Souvent, ce qui semble aujourd'hui être une punition se révèle demain être une direction. Souvent, le retard n'était pas un refus, c'était une protection. Apprends à dire avec conviction « Voilà ce qui s'est passé, et maintenant je vais faire en sorte que cela travaille en ma faveur. » Cette phrase rend le pouvoir, parce que pendant que tu te lamentes, tu t'affaiblis. Mais quand tu assumes la réalité et que tu agis sur elle, tu reprends le contrôle de ton esprit. Si une porte se ferme, cherche la fenêtre. Si tu as échoué, célèbre la leçon que désormais personne ne peut plus te retirer. Si quelqu'un t'a déçu, sois reconnaissant, parce que la vérité est apparue avant de détruire encore plus ta paix. N'accepte pas ton destin comme quelqu'un qui lit une sentence. Aime-le comme quelqu'un qui reconnaît que même les chapitres difficiles participaient à la construction de sa grandeur. L'entraînement d'aujourd'hui est mental.
pense maintenant au problème qui t'a le plus tourmenté. Regarde-le sans fuir, sans dramatiser et sans te victimiser. Puis, dis à voix haute « Merci pour cela ». Ensuite, pose une question simple. Quelle est la force que cela m'oblige à développer? Peut-être que c'est la patience, peut-être que c'est le courage, peut-être que c'est le détachement, peut-être que c'est la maturité, peut-être que c'est la foi en toi-même. C'est ainsi que tu transformes le plomb en or. C'est ainsi que tu cesses d'être victime du hasard et que tu deviens partenaire du destin. Parce qu'au final, l'homme le plus fort n'est pas celui qui a reçu la meilleure vie. C'est celui qui a su utiliser même le poids de la vie pour construire de la hauteur. Leçon 3. Distance astronomique. Le destin t'a placé dans cette situation, tu as assumé ta responsabilité, tu as fait ta part, mais malgré tout, il existe quelque chose de silencieux qui sabote ta paix. Et ce n'est pas le passé, c'est la taille que tu décides de donner aux choses. Parce que le problème n'est presque jamais dans ce qui arrive, il est dans la lentille que tu utilises pour interpréter ce qui arrive. Et quand cette lentille est déformée, même le plus petit devient insupportable. Tu vis comme si tu étais à l'intérieur d'une boîte d'allumettes, en croyant que c'est tout l'univers, alors que ce n'est qu'un minuscule fragment de la réalité. C'est comme quelqu'un qui colle son visage contre une vitre, puis dit que le monde est devenu sombre. Il ne l'est pas, tu as simplement perdu la distance. Tu es en train de te noyer dans un verre d'eau parce que ton visage est collé au problème. Cette critique qui t'a atteint, cette erreur au travail, ce message resté sans réponse, cette personne qui n'a pas rendu ton salut, tu transformes de petits événements en tragédies monumentales parce que tu regardes de trop près. Dans la pratique, pense à cela. Combien de choses qui t'empêchèrent de dormir il y a 6 mois n'existent tout simplement plus en toi aujourd'hui? Et pourtant, à ce moment-là, elles semblaient être la fin de tout. Parce que ton ego est une lentille qui amplifie ce qui blesse et ignore ce qui compte vraiment. Tu souffres pour des fourmis alors que tu ignores le ciel entier au-dessus de toi. L'anxiété, dans son essence, est un manque de perspective. C'est le résultat de croire que tout tourne autour de toi, que chaque détail est une menace, que chaque erreur est définitive, que chaque inconfort est permanent. Ton importance personnelle devient une chaîne qui t'attache au drame quotidien. Et plus tu te places au centre de tout, plus tout devient lourd. Tu gaspilles ta paix pour des événements qui, à l'échelle du temps, ne sont rien de plus qu'un instant. 1 minute, 1 jour, 1 semaine, tout cela disparaît plus vite que tu ne l'imagines. Marc Aurèle a décidé du destin de millions de personnes. Il a porté des guerres, des crises et d'immenses responsabilités. Et malgré cela, il pratiquait quelque chose que les historiens appellent la vue d'en haut. Il s'imaginait s'élever au-dessus de Rome, voyant les rues, les marchés, les mariages, les funérailles, tout se déroulant en même temps, jusqu'à ce que chaque préoccupation humaine devienne simplement un point en mouvement, comme de la poussière traversant un rayon de lumière. Et il a écrit « Observe la rapidité avec laquelle tout disparaît, le passé et l'avenir, et comment l'abîme du temps engloutit tout. Si un homme portant le poids du monde sur ses épaules était capable de voir ses problèmes de cette manière, qui es-tu pour transformer un message sans réponse en un effondrement émotionnel? Quelle importance cela a-t-il, réellement? La perspective astronomique n'existe pas pour te diminuer. Elle existe pour te libérer. Parce que lorsque tu comprends que presque rien n'est aussi important que cela en a l'air, tu arrêtes de gaspiller ton énergie pour ce qui ne le mérite pas. Dans 100 ans, rien de tout cela n'aura le même poids. Alors pourquoi cela vole-t-il ta paix maintenant? Pourquoi cela t'empêche-t-il de dormir? Pourquoi cela détruit-il ta journée? La douleur n'est pas dans l'événement, elle est dans l'importance que tu as décidé de lui donner. Chaque fois que tu sens la pression monter, ne lutte pas immédiatement contre le problème. Éloigne-toi mentalement. Lève-toi, respire, ferme les yeux et fais cet exercice simple. Sors de ta chambre, de ta maison, de ta ville, de ton pays, dans ton esprit. Vois la terre comme un petit point bleu perdu dans le vide. Maintenant dis-moi, l'opinion de cette personne a-t-elle encore le même poids? Cette erreur te définit-elle encore? Cette situation te paraît-elle encore si grande? Le stoïcien n'est pas indifférent. Il est proportionné. Il n'ignore pas la vie. Il n'exagère simplement pas la taille des choses. Donne à chaque situation le poids qu'elle mérite réellement. Ni plus, ni moins.
La plupart de tes problèmes sont du bruit statique dans une transmission infinie. Ce sont des interruptions momentanées, pas des menaces permanentes. Le drame appartient à celui qui croit que tout est définitif. La clarté appartient à celui qui comprend que tout est passager. Ton entraînement aujourd'hui est visuel. Avant de dormir, regarde le ciel. Cherche l'étoile la plus lointaine que tu peux voir. Maintenant, prends ton plus grand problème actuel, celui qui occupe ton esprit. Agrandis-le mentalement, puis place-le à côté de cette étoile. Observe. Regarde comment il perd sa forme, perd son poids, perd son sens, et ensuite répète, en silence. Cela aussi passera. Et l'univers ne le remarquera même pas. Tu récupères ta grandeur en acceptant ta petitesse. Leçon 4. Jeûne d'information. Nettoie ton esprit. Chaque jour, il existe quelque chose qui te tire en arrière, à l'intérieur de la boîte d'allumettes, et tu ne t'en rends même pas compte. Cela ne frappe pas à la porte, ne demande pas la permission, n'annonce pas son arrivée. Cela entre simplement, par ta poche, par ton écran, par ta routine. Et, avant même que tu ouvres les yeux, cela a déjà volé ta paix. Regarde cela avec clarté. Ce n'est pas toi qui choisis de voir. Très souvent, c'est l'information qui choisit d'envahir. Tu vis dans un état d'ivresse informationnelle. Comme quelqu'un qui boit sans s'en rendre compte, ton esprit est devenu un dépôt, une décharge où n'importe qui déverse des opinions, des tragédies, des scandales et des distractions déguisées en urgence. Tu te réveilles et avant de dire « bonjour », tu as déjà livré ton esprit à l'algorithme. Un système conçu non pas pour t'informer, mais pour te retenir. Il se nourrit de ton indignation, de ta curiosité impulsive, de ton besoin de réagir. Et alors tu commences qu'à t'inquiéter de crises que tu ne peux pas résoudre, de vies que tu ne vis pas, de problèmes qui ne sont pas les tiens, pendant que ta propre vie passe au second plan. Ce flux constant n'est pas du savoir, c'est du bruit. C'est comme essayer d'entendre ta propre voix au milieu d'une foule qui crie. Avec le temps, tu ne sais même plus ce qui est ta pensée et ce qui a été planté là. L'anxiété que tu ressens très souvent n'est pas la tienne. C'est un virus émotionnel que tu as téléchargé volontairement en ouvrant une application. Tu es devenu un processeur surchargé, essayant de faire fonctionner un logiciel de paix avec une mémoire remplie de déchets extérieurs. Sénèque l'avait déjà averti il y a plus de 2000 ans. Être partout, c'est n'être nulle part. Et aujourd'hui, cela n'a jamais été aussi littéral. Le stoïcien devient un gardien de son propre esprit. Imagine un guerrier à l'entrée d'un temple. Il ne laisse pas entrer n'importe qui, n'entre que ce qui a de la valeur, de la vérité et de l'utilité. Maintenant, regarde ton esprit. As-tu fait ce filtre ou as-tu laissé les portes ouvertes? Si ton alimentation physique était la même que ton alimentation d'information, ton corps se serait déjà effondré. Tu n'as pas besoin de connaître la dernière polémique. Tu n'as pas besoin du dernier scandale. La vraie discipline est de choisir de ne pas savoir. La curiosité du sage ne se trouve pas dans le chaos du monde extérieur, mais dans la construction silencieuse de son propre caractère. Le silence n'est pas vide, c'est un espace. C'est comme un champ nettoyé après la tempête, prêt à être cultivé. C'est dans cet espace que la clarté naît. Aujourd'hui, tu vas tuer l'addiction d'être toujours informé, parce que la majeure partie de ce que tu appelles information n'est que de la distraction déguisée en importance. Ton attention est la ressource la plus précieuse que tu possèdes, et tu la donnes gratuitement à des entreprises qui profitent de ta dispersion. Apprends à dire 2 phrases qui vont protéger ton énergie. Je n'ai pas d'opinion à ce sujet. Je n'ai pas besoin de savoir cela maintenant. Il existe une force immense dans l'ignorance sélective. Quand tu fermes les fenêtres au bruit extérieur, quelque chose de puissant se produit. Tu commences enfin à t'entendre toi-même. Tu cesses d'être spectateur de la vie des autres et tu redeviens le protagoniste de ta propre histoire. Maintenant, pratique. Ton entraînement d'aujourd'hui est simple, mais intense. Mets ton téléphone en mode avion pendant 4 heures, sans musique, sans podcast, sans réseaux sociaux, seulement toi et le silence. Au début, ton esprit va essayer de fuir. Il va chercher du stimulus, de la distraction, n'importe quoi reste. Cet inconfort n'est pas une faiblesse. C'est ton addiction en train de se briser. C'est comme quelqu'un qui a toujours vécu dans le bruit et qui découvre le silence pour la première fois. Et dans ce silence,
quelque chose de nouveau commence à émerger. C'est le sol où ta force sera construite. Le monde continuera de tourner sans toi. Mais pour la première fois depuis longtemps, tu vas commencer à tourner autour de toi-même. Leçon 5. Action inébranlable. Discipline au-dessus de l'émotion. Il existe un piège silencieux qui détruit plus de destins que l'échec, la peur ou le manque de talent. Ce n'est pas le passé, ce n'est pas le futur, c'est l'habitude d'obéir à ce que tu ressens dans le présent. Beaucoup de gens vivent ainsi sans s'en rendre compte. Ils travaillent quand ils sont motivés, ils s'entraînent quand ils se réveillent avec de l'énergie, ils traitent bien les autres quand ils sont de bonne humeur. Ils gardent le cap quand tout est léger, mais ce n'est pas de la force, c'est de la dépendance. C'est vivre avec la main sur le volant, en laissant l'émotion tirer la direction chaque fois qu'elle le veut. Celui qui vit de cette manière ne gouverne pas sa propre vie. Il ne fait que réagir à son état intérieur. Et c'est l'une des formes les plus dangereuses de faiblesse, parce qu'elle paraît normale, elle semble même justifiable. La personne dit qu'elle se respecte, qu'elle préserve sa santé mentale, qu'elle doit attendre le bon moment. Mais bien souvent, ce n'est que de la paresse déguisée en beaux discours. C'est comme un agriculteur qui décide de semer uniquement les jours où le ciel est dégagé. Au début, cela paraît raisonnable, mais au final, il perd toute la saison. La vie fonctionne de la même manière. Celui qui n'agit que lorsqu'il en a envie récolte bien moins qu'il ne le pourrait, parce que le terrain de la réalité ne se déplace pas selon ton émotion. Pense à quelque chose de simple et de réel. L'étudiant qui ne révise que lorsqu'il est dans le bon état accumule du retard. Le père qui n'a de patience que lorsque la journée a été bonne blesse son propre foyer sans s'en rendre compte. La personne qui ne prend soin de son corps que lorsqu'elle est motivée recommence toujours à zéro. Et celui qui ne prend des décisions difficiles que lorsqu'il se sent confiant passe des années à repousser sa propre vie. Voilà le point essentiel. Le problème n'est pas de ressentir de la peur, de la fatigue, de l'anxiété ou du découragement. Le problème est de transformer ces états en ordre, parce que quand l'émotion devient commandement, le caractère devient otage. Marc Aurèle a écrit cela d'une manière brutalement honnête. Au lever du jour, lorsqu'il sentait de la difficulté à sortir du lit, il se rappelait qu'il était né pour accomplir sa fonction. Cela a de la force parce que cela ne vient pas d'un homme confortable. Cela vient de quelqu'un qui portait le poids d'un empire. Il n'attendait pas d'en avoir envie. Il se levait parce que c'était ce qui devait être fait. C'est une différence qui change tout. Les personnes ordinaires demandent « Est-ce que j'en ai envie ?» Les personnes fortes demandent « Qu'est-ce qui doit être fait maintenant ?» L'une vit sous le commandement de l'humeur, l'autre vit sous le commandement du devoir. Les émotions sont comme le climat. Elles changent vite, elles font du bruit, elles troublent le paysage et très souvent, elles mentent. Il y a des jours où ton esprit va te dire que tu n'en es pas capable. Il y a des jours où il va exagérer la fatigue, amplifier la peur, inventer des excuses convaincantes. Mais le climat ne décide pas de la route du navire. Le capitaine regarde la tempête, ajuste ses mains sur le gouvernail et continue. C'est cela, l'action inébranlable. C'est continuer même sans applaudissement intérieur. C'est agir avec le cœur lourd, avec l'esprit fatigué, avec la peur encore présente. Et malgré cela ne pas lâcher le gouvernail, ton corps peut trembler, ta voix peut vaciller, ta confiance peut ne pas être à son sommet. Mais ta décision doit rester debout. La discipline de faire, ce n'est pas ne jamais avoir envie d'abandonner. La discipline de faire, c'est ne pas donner au sentiment le droit de décider. Voici une phrase à garder. L'émotion est passagère, l'engagement est identité. Qui tu es doit avoir plus de poids que ce que tu ressens. Leçon 6. La boussole de la brièveté. Vous ne dépendez plus de l'émotion pour agir, vous avez déjà compris que la discipline dépasse l'impulsion, et c'est exactement ici que nous arrivons à la leçon la plus inconfortable et en même temps la plus libératrice de toutes. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas un exercice, c'est une vérité que la société moderne essaie de cacher à tout prix. Memento mori, vous allez mourir. Vous vivez comme si vous aviez du temps en abondance, comme si vous pouviez repousser des décisions, porter des rancunes, nourrir des préoccupations insignifiantes, comme si votre vie était une source infinie, mais ce n'est pas le cas. Le temps n'est pas un compte bancaire que vous pouvez récupérer plus tard. Il est comme une glace qui fond dans votre main, silencieuse, constante, irréversible.
Chaque minute que vous gaspillez à vous soucier de l'opinion de quelqu'un qui ne construit rien dans votre vie, chaque heure à ruminer une erreur déjà passée, chaque jour reporté en attendant le moment idéal, est une partie de votre existence qui disparaît pour toujours. Et voici l'auto-illusion la plus dangereuse, croire que vous allez vivre plus tard. Plus tard, je commence. Plus tard, je change. Plus tard, je vis. Mais le plus tard est une promesse vide que le temps brise tous les jours. Vous avez déjà vu des personnes qui planifiaient tout et qui, tout simplement, n'ont pas eu de lendemain. Ce n'est pas de la philosophie, c'est la réalité. Marc Aurèle écrivait cela pour lui-même, seul dans sa tente de guerre, non pas pour paraître sage, mais pour ne pas se perdre. Vous pouvez quitter la vie maintenant. Que cela détermine ce que vous faites, dites et pensez. Cela ne parle pas de mort, cela parle de priorité. Le memento mori est un filtre brutal. Il élimine l'inutile sans demander la permission. Imaginez qu'aujourd'hui est votre dernier jour, pas de manière dramatique, mais réelle. Est-ce que vous vous soucieriez vraiment de ce commentaire, de ce mail ignoré, de l'opinion de quelqu'un qui ne connaît même pas votre histoire? Ou est-ce que vous vous concentreriez enfin sur ce qui a vraiment du poids, votre présence, votre caractère, votre temps avec ceux qui comptent? La mort, pour le stoïcien, n'est pas la fin, c'est une boussole. Elle pointe constamment vers l'essentiel. Et voici l'exemple le plus simple et le plus concret. Pensez à quelqu'un que vous avez perdu, quelqu'un qui n'a plus eu de temps. Maintenant, comparez avec la manière dont vous vivez aujourd'hui. Vous vivez ou vous réagissez simplement au bruit. La majorité des gens ne souffrent pas par manque de temps. Ils souffrent parce qu'ils gaspillent le temps qu'ils ont. Vous échangez votre vie contre des distractions, votre énergie contre de l'anxiété, votre présence contre de la préoccupation. C'est comme échanger de l'or contre de la poussière et croire encore que vous faites une bonne affaire. Alors, coupez cela aujourd'hui. Arrêtez de procrastiner émotionnellement. Arrêtez de livrer votre paix à ceux qui ne soutiennent même pas leur propre vie. Arrêtez de repousser des décisions que vous savez déjà devoir prendre. Votre temps est la seule ressource qui n'accepte aucune négociation. Quand l'anxiété arrive, ne luttez pas contre elle avec force, coupez à la racine, et dites-vous « je vais mourir ». Pas comme un désespoir, mais comme une libération. Parce que si la fin est inévitable, vivre dans une peur constante est un gaspillage absurde. La brièveté de la vie n'est pas une menace, c'est une autorisation d'arrêter de donner de l'importance à ce qui ne la mérite pas. Un guerrier qui comprend cela ne vit pas tendu, il vit léger, parce qu'il sait que la bataille est courte, mais que la manière dont il combat définit tout. Maintenant, faites cet exercice avec honnêteté. Pensez à ce qui aujourd'hui vous cause le plus d'anxiété. Maintenant, voyez-vous à la fin de votre vie, en regardant en arrière. Est-ce que cela a vraiment compté? Est-ce que cela a construit quelque chose? Ou est-ce que cela a seulement volé votre paix? Si la réponse est non, et vous savez qu'elle l'est, alors ne portez plus cela un seul jour de plus. Laissez cela mourir maintenant. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que quelque chose en vous a déjà compris. Il n'est plus possible de vivre de la même manière. Ces 6 leçons ne sont pas de la théorie, ce sont des outils. Vous avez appris à séparer ce qui est à vous de ce qui ne l'est pas. Vous avez appris à accepter sans vous soumettre. Vous avez appris à observer sans vous perdre. Vous avez appris à agir même sans envie. Et maintenant, vous avez appris à utiliser le temps comme critère absolu. La mort n'est pas l'ennemi, elle est le rappel le plus honnête qui existe. Mais écoutez attentivement. Savoir cela ne change rien si vous continuez à vivre de la même manière demain. La connaissance sans action n'est que du divertissement déguisé en sagesse. Vous avez déjà les outils, la question n'est pas de savoir si vous pouvez changer, la question est, allez-vous choisir de changer? Écrivez dans les commentaires, non pas comme une phrase, mais comme un engagement. Mon esprit est sous mon contrôle. Et si cette vidéo vous a éveillé, aimez, abonnez-vous, partagez avec quelqu'un que vous respectez